Encore des gens qui n'ont pas compris Matrix. Allons-y. Bienvenue dans Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Quel plaisir de se retrouver des années après dans cette structure. Quelle nostalgie. Vraiment comme si rien n'avait changé. Changé. Bon. Il y a des choses qui ont changé et des choses qui sont pareilles. Comme le fait de se retrouver pour parler d'un film incompris et rejeté des Wachowski. Matrix Résurrection. Sorti en décembre 2021, le film a été reçu plus que froidement par le public, et j'ai donc décidé de faire cette vidéo pour essayer de vous faire comprendre les choix de Lana et éventuellement changer votre point de vue sur le film. Mais avant d'entrer là-dedans, c'est l'occasion de faire un bilan de la carrière des Wachowski depuis ma dernière vidéo, et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour des artistes queer, tout n'est pas rose. Voici leur carrière telle qu'elle est aujourd'hui. Jupiter Ascending, le dernier film que j'avais abordé dans mon Pourquoi j'ai raison, vous avez tort en 2015, a été un nouvel échec pour les Wachowski après Speed Racer et Cloud Atlas. La même année, les frangines retrouvent cependant espoir, qui devait leur manquer vu la gueule que tire Lily sur les interviews promo de Jupiter Ascending, grâce à Netflix qui leur avait donné carte blanche et un budget pharaonique pour réaliser une série à succès. Sense8, basé sur 8 personnes réparties aux 4 coins de la planète, dont l'esprit se retrouve lié et qui peuvent voir à travers les yeux les uns des autres et prendre leur contrôle pour les aider en cas de besoin, rencontrera un certain succès lors de sa première saison, en bonne partie dû à son aspect international puisqu'elle est tournée dans les pays concernés par l'histoire. Sense8 est probablement l'une des meilleures œuvres créées par les Wachowski et une parfaite incarnation de leur message. Leurs héros sont ni plus ni moins qu'une métaphore d'internet, du village virtuel, réunissant les esprits à travers le monde, leur culture, chacune étant traitée avec respect. On suit un groupe de marginaux aux personnalités très diverses et marquées, qui se défendent contre les agents d'un système pour répandre un message d'amour et d'entraide. Fruits de cultures et d'expériences très différentes, nos héros sont interconnectés et se nourrissent de leurs divergences et différences pour s'aider dans différentes situations de leur vie, aucune forme de personnalité n'étant à exclure, pas même la violence brute qu'incarne Wolfgang. Pas d'effets spéciaux révolutionnaires ici, ce qui impressionne dans la série, c'est à quel point les réalisatrices parviennent à tourner en 4 dimensions. Personnellement, j'appelle ça de la mise en scène quantique. Tout tourne autour du jeu sur la coupe de montage, exploitant ce qui en principe serait un faux raccord, pour concrétiser l'expérience de plusieurs personnages partageant la même expérience en même temps. Et c'est particulièrement impressionnant parce qu'alors qu'elles ont improvisé le découpage, elles sont capables de mélanger des scènes tournées dans des lieux différents, aux 4 coins du monde, avec des personnages qui sont dans plusieurs lieux différents, et simultanément au même endroit, transformant ces faux raccords en vrais raccords cohérents dans l'univers et avec l'idée de la série. C'est pour ça que je parle de mise en scène quantique, tel le chat de Schrödinger, à la fois vivant et mort jusqu'à ce que l'observateur ouvre la boîte. Les personnages sont à la fois présents et absents du lieu de la scène, 2 réalités contradictoires existent en parallèle, jusqu'à ce que le cut, l'observateur, décide d'où ils sont. C'est un truc de fou quand ils pensent, et une extension de leur travail sur la relation entre l'espace et le temps, qu'elles ont toujours essayé de briser ou challenger. Et même s'ils sont constamment confrontés à des dangers, sinon il n'y aurait pas d'histoire, les frangines et leurs collaborateurs célèbrent ici l'union des êtres humains à travers plusieurs scènes où ils partagent les mêmes plaisirs qui ont fait l'aspect culte de la série, comme lorsqu'ils partagent un concert ou une chanson, ou lorsqu'ils s'unissent dans de véritables orgies, pourtant filmées sans aucune pornographie, intégralement au ralenti, telles des peintures. Le fait de ne pas être limité par le temps leur a permis d'exprimer leur message dans son intégralité, de la façon la plus métaphorique à la plus directe, et en un sens, c'est presque difficile d'imaginer une meilleure incarnation de leurs idéaux et visions du monde. Sense8
est un putain de chef-d'œuvre. Mais hélas, les scores de la deuxième saison amèneront à l'annulation de la série, après un épisode final de 2 heures réclamé à corps et à cri par les fans à travers le monde. La série est un symbole assez marquant de l'état de leur carrière, car si elles y ont appris une nouvelle façon de mettre en scène, devant tourner 7 à 10 minutes de contenu par jour comparé aux 2 du cinéma, des USA à la Corée, et devant donc faire la part belle à l'improvisation technique pour tourner, si elles y ont par conséquent découvert le plaisir de se rapprocher des acteurs et de rechercher l'émotion plutôt que la perfection plastique, c'est aussi le symbole de la séparation du duo. Lily, entamant sa transition, décide de laisser Lana se charger de la saison 2 et du téléfilm final avec l'aide du co-créateur de la série, Joe Straczynski, et d'un professeur de scénario, Alexander Heyman, ainsi que de l'auteur du roman Cloud Atlas, David Mitchell. Ainsi, en 2018, la carrière des Wachowski semble au point mort. Lily donne signe de vie en participant à l'écriture d'une série nommée Work in Progress, qui parle d'une humoriste lesbienne dont la psy est morte pendant l'une des sessions de thérapie, qui tombe amoureuse d'une jeune trans. La série s'arrêtera après la saison 2 également, en terminant rapidement l'histoire comme Sense8. En dehors de ça, ça sent fortement le sapin pour nos audacieuses réalisatrices. Le duo est séparé, pas de trace de Lily derrière la caméra de Work in Progress, et aucun projet pour Lana depuis Sense8. Et puis soudain, et vraiment de nulle part, Warner annonce la mise en chantier d'un 4e film Matrix, avec Lana seule à la réalisation, et plus surprenant encore, avec Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss qui reprennent leur rôle. Étant donné que leurs personnages sont à peu près aussi morts que la carrière des Wachowski à ce moment, la surprise est tout de même totale et crée une légère attente. Le film sera coécrit, comme le dernier épisode de Sense8, avec Alexander Heyman et David Mitchell, confirmant que, en ce qui concerne Lily, c'était un non total et définitif, même sur le scénario. Officiellement, parce qu'elle ne veut pas se replonger dans une période qui lui rappelle autant sa pré-transition. En plein milieu du tournage, le film se prend, comme le reste du monde, le Covid sur la gueule, mais survit à cet obstacle imprévu et, le 22 décembre 2021, sort en salle et en simultané sur HBO Max, le tout nouveau service DVD de Warner. Et se prend un tollé absolu auprès des spectateurs. Produit pour 190 millions, le film en fait à peine 160 dans le monde. Pendant qu'en face, Spider-Man No Way Home défonce tout sur son passage et rapporte 2 milliards. Une ironie à plus d'un niveau sur laquelle on va revenir dans quelques instants. Les gens détestent le film, avec notamment en ligne de mire son ton moqueur, qui donne l'impression d'être insulté, le côté moins grandiose des scènes d'action et des effets spéciaux, une mise en scène bien moins millimétrée, on en arrive à accuser Lana d'avoir saboté le film. Et là je parle en général, mais il faut être honnête, j'avais moi-même quelques griefs envers le film à sa sortie en salle, notamment sur les effets spéciaux et les scènes d'action qui semblaient presque bâclés. Mais la vérité c'est qu'il n'en est rien. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas suivi la carrière des Wachowski depuis Matrix, et que du coup, si on a manqué l'évolution de leur mise en scène au fur et à mesure de leur carrière, notamment si on a manqué Sense8, c'est sûr que la différence avec les 3 premiers films fait un choc. Mais en vérité, Lana n'a pas du tout saboté son film, et mon objectif avec cette vidéo sera de vous faire comprendre que tous les défauts qu'on peut reprocher à Matrix 4, non seulement n'en sont pas des défauts, mais qu'ils correspondent à des choix de mise en scène qui sont raccords avec l'histoire de ce film, mais aussi des précédents. Que c'est la même logique, les mêmes codes, avec des choix qui collent au discours de ce film précis. Alors, avant d'aborder la suite, pour savoir s'il a réussi, il faut déjà savoir c'était quoi le message de Matrix. La plupart des gens répondront le paradoxe entre le choix et le destin. C'est ce qui est le plus répandu dans la population, et c'est normal, les personnages n'ont que ces mots-là à la bouche. You're going to have to make a choice. Once Zion is destroyed, there is no need for me to be here. Do you understand? Choice. Purpose. Choice. Causality. Choice. Purpose. Choice. Purpose. Without meaning or purpose. Because I choose to. Mais on veut dire quoi par là? Le choix de quoi? Quel destin? Eh bien, le choix du destin qu'on va s'imposer. Matrix parle de Neo, un homme lambda, si ce n'est son amour du hacking qui le place parmi les marginaux de la société, et son obsession, comprendre ce qu'est la matrice. Un concept dont il est conscient sans qu'on sache vraiment comment, mais c'est cette obsession qui attire l'attention de celui qu'il cherche pour trouver une réponse, Morpheus, joué par Lawrence Fishburne. Ce dernier va réussir à mettre la main sur lui et lui permettre de se libérer pour apprendre la vérité. La matrice, c'est la société, les règles qui régissent nos vies, illustrées par la métaphore d'un monde virtuel construit par des machines pour exploiter les êtres humains. Elle est le système, d'où la métaphore informatique,
qui exclut les marginaux, les minorités, les contre-cultures d'alors, qu'on parle d'ethnies extrêmement diverses dans le casting pour l'époque, ou tout simplement de la culture geek qui imprègne la totalité de Matrix. Le système cherche par tous les moyens à faire taire ces gens-là, à réprimer leur individualité, leurs différences et leurs émotions. Morpheus révèle ensuite à Neo qu'il l'a libéré parce qu'il pense que c'est l'élu, sauveur prophétisé par une oracle jouée par Gloria Foster, puis par Mary Alice dans le 3e film, après le décès de la première actrice. Formé à remettre en question les règles de la société, Neo s'emploiera à les défier une par une jusqu'à parvenir à briser les règles les plus fondamentales, celle de l'espace-temps, parvenant à bouger plus vite que cela n'est physiquement possible, et celle de la gravité lui permettant de voler. Pour autant, les suites viennent mettre à mal cette histoire de prophétie. Si Neo, apprenant ce qu'est objectivement le monde, parvient à exercer dessus un certain contrôle, sa quête de savoir, son attrait pour l'accumulation de connaissances jamais biaisées, la raison qui a poussé Morpheus à voir en lui l'élu, You have the look of a man who accepts what he sees because he is expecting to wake up. va l'amener à découvrir que l'élu lui-même est un moyen de contrôle de la population. L'élu existe parce que les machines ne peuvent empêcher la nature humaine de remettre en question le monde, mais elles peuvent détourner et intégrer à leur système cette nature humaine pour qu'elle les serve, au lieu de les détruire. En parallèle, Smith, l'incarnation absolue du système, totalement définie par lui, commence à prendre le contrôle sur la matrice en forçant la population à rentrer dans le rang de la façon la plus directe qui soit, en faisant des clones identiques, pensant avec un seul esprit, et devient donc l'opposé exact de Neo, le libertaire contre le fasciste. Au final, Neo, faisant le bilan de ses connaissances, ayant désormais une compréhension totale et objective du monde qui l'entoure, comprend qu'une forme de symbiose existe entre les machines et les humains. Le système a besoin de main-d'œuvre, mais la main-d'œuvre a aussi besoin d'un système. La preuve, Sion, la cité des humains, est elle-même un système reposant sur des machines. Pas un monde virtuel, mais une société régie par des règles, avec ses décideurs, ses avantages et ses inconvénients, et ses machines qui lui permettent de fonctionner. Il est impossible de détruire la société, car sortir d'une matrice, sortir d'une société, c'est en créer une nouvelle, remplacer une série de règles par une autre. Comprenant que les choses ne sont pas aussi binaires que ce que Morpheus lui a présenté au début, que les machines, comme les humains, cherchent simplement à vivre, Neo comprend qu'une nouvelle voie est possible, celle de l'amour. S'ils ont besoin l'un de l'autre, alors ils peuvent trouver un compromis. Et c'est ainsi que Neo, après avoir perdu son propre amour, Trinity, fait un marché avec le leader des machines et se connecte pour la dernière fois à la matrice pour détruire l'agent Smith, au prix de sa propre vie, obtenant en échange la possibilité de libérer sans conflit tous ceux qui ne se sentent pas à leur place dans le système et d'y exprimer leurs différences. Vous l'aurez remarqué, j'ai pas vraiment parlé de choix et de destin, parce que justement l'idée de Matrix, c'est qu'on n'a pas vraiment de libre arbitre. Tout en ayant la possibilité de faire un choix, tout ce que l'on est et apprend nous pousse à faire un choix spécifique. Est-ce que Neo, qui doute déjà du système, peut faire un autre choix que de prendre la pilule rouge quand on lui révèle que le monde n'est pas ce qu'il croit? Est-ce que Neo, voulant vivre sa relation avec Trinity hors du système, peut faire un autre choix que de devenir ce qu'il doit devenir, l'élu, et de se battre contre le système qui veut empêcher sa relation d'exister? Pas vraiment. Il pourrait, Cypher décide de retourner dans la matrice, ce qui prouve l'existence du libre arbitre, mais en général, on en fait rarement usage et nos décisions vont vers ce qui nous correspond. Pour accomplir une prophétie comme celle de l'élu, il suffit donc de trouver la personne qui correspond aux choix qui amèneront à l'issue que tu désires obtenir. Mais ça n'est pas prédestiné pour autant. Neo n'est pas né élu, il l'est devenu. N'importe qui, en quête de vérité et de liberté, peut le devenir. Et c'est ce qu'a compris l'oracle, co-responsable de la création de la matrice. If I am the father of the Matrix, she would undoubtedly be its mother. The Oracle. You are a bastard. You would know, Mom. Connaissant tous les aspects de ce monde, ayant déjà essayé à 5 reprises de faire prendre à l'élu la décision qui brisera le cycle d'exploitation des humains, ayant appris à connaître Neo en recueillant des informations sur ce qu'il est, avec les cookies inspirés de ceux de l'informatique, oui, déjà à l'époque, ou le test sur la survie de Morpheus, qui prouve qu'il est capable de trouver une nouvelle voie jamais imaginée jusque-là grâce à l'amour, et après avoir éduqué Neo à comprendre les origines, l'impact et l'importance des choix, How can I make a choice? You've already made it. Choice is less about what happens
than it is about how we deal with it. L'idée qu'elle a plantée chez Trinity, que l'homme qu'elle aime sera l'élu, s'assurant que leur amour sera la base de ce qui pousse Neo à se battre, The Oracle told me that the man that I loved would be the one. So you see, you can't be dead. a ainsi pu auto-suggérer à Neo les choix qui l'amèneraient à prendre la seule décision capable de briser le cycle. Would you still have broken it if I hadn't said anything? Accepter de mettre en danger le système et l'espèce humaine entière au nom de l'amour, pour reconstruire un nouveau système basé sur l'amour et l'entraide. Le choix et le destin sont l'idée que le film traite le plus dans les dialogues. Why, Mr. Anderson? Why? Why do you persist? Because I choose to. Pour nous expliquer, à nous, spectateurs, que si on s'écoute un peu, on ne peut pas accepter certains aspects de la société. Mais Matrix, c'est surtout un vrai melting pot d'idées inspirées par toutes les cultures du monde, toutes les sous-cultures, tous les genres de cinéma, toutes les religions, tous les styles de combat. Son véritable message, puisque le choix n'existe pas vraiment, est donc sur l'importance fondamentale de la diversité face à tout système. Capitaliste ici, mais on sous-entend la monarchie par exemple avec le mérovingien de Lambert Wilson. Ce qui est confirmé par toutes les autres œuvres des Wachowski, qui amènent toutes à cette conclusion. Our lives are not our own. From womb to tomb, we are bound to others. Le vrai message de Matrix, c'est le combat pour la diversité, la liberté et l'individualité. What others? The ones that want out. Obviously, they will be freed. Pour résumer, Matrix c'est l'histoire de comment on change le monde. Neo, c'est n'importe quel leader révolutionnaire qui a mis à terre un système, une société avec ses règles et normes, pour en créer un nouveau. Une personne qui s'est réveillée aux problèmes du monde, a vu qu'ils étaient interconnectés, et que le seul moyen de les résoudre était de changer le système de l'intérieur en le remodelant autour de l'entraide, l'acceptation et l'amour. Ça, c'était le message du film dans son époque. Permettre aux minorités, aux exclus de la société, de s'exprimer. Il y a des gens qui pensent que c'est avec le 4 que la saga est devenue woke, entre guillemets, et qui font une crise cardiaque quand ils écoutent enfin les paroles de Wake Up de Rage Against the Machine, qu'ils trouvaient tellement cool quand ils étaient adolescents et qu'ils comprenaient rien aux paroles, et qui comprennent enfin que c'était une chanson qui parlait de la répression des mouvements des droits civiques afro-américains. Matrix parle de la société, est une critique de la société, une réaction à ses normes, sociales ou esthétiques, puisque c'est le premier film d'action à avoir imposé un style et une esthétique léchés, millimétrés, aussi belles que les images d'un film d'auteur, mais pour du divertissement. Matrix était une révolution. Ah ah. Maintenant qu'on a remis tout ça au clair, il est temps de passer à Matrix 4, et pour parler de l'actualisation du message de Matrix, de la matrice moderne, il va me falloir moi-même m'actualiser. Des fringues. Des tonnes de fringues. Et bah vous savez quoi? C'est un choix. Un choix. Un choix audacieux et affirmé. Et vu comme ça a peut-être pas l'air d'avoir beaucoup de sens, mais ça transcrit une vision et une personnalité. Je veux dire, un truc aussi visible, ça ne peut que transcrire une personnalité. Bon, vous me comprenez. Matrix 4, à la base, ça n'a pas l'air d'avoir de sens. Mais si on s'attarde plus de 2 minutes, on voit que c'est juste le résultat de choix différents, venus d'une personnalité différente. En dehors de sa transition, le passage de Lana sur Sense8 a drastiquement changé son approche de la mise en scène. Elle s'est éloignée du studio, du storyboard, des prévisualisations de scène, de la lumière artificielle, pour embrasser le chaos, avec, il faut le dire, des résultats très satisfaisants sur la série. Et si on a vu Sense8, non seulement on le sait, mais c'est assez dingue le nombre de références. On a tout le jeu sur Seek, l'opérateur, qui joue sur les cuts pour apparaître et disparaître d'un lieu, exactement la technique utilisée pour illustrer la communication entre Sense8.
C'est qu'est d'ailleurs un des 8 membres du casting qui reviennent de la série, sans compter ceux auxquels on fait allusion, comme avec cette affiche de film dans la simulation du début avec en tête Lito Rodriguez, l'acteur joué par Miguel Ángel Silvestre, ou le petit robot nommé Luminate. Tout ce qu'a appris Lana sur la série revient, et c'est en vrai un des trucs qui fait l'attrait de Résurrection. C'est la licence du début de carrière de Lana, réalisée à la façon de la fin de carrière de Lana. Pour l'instant en tout cas, j'espère bien sûr me tromper. She, in the first Matrixes, would always be behind the monitor, and this time she was right in the middle of the scenes, right behind the camera, moving the camera around, throwing us ideas during the scenes, these super long takes. So it definitely felt like a different film. Et vous savez quoi? Cette évolution de sa mise en scène participe même au discours du film. Pour commencer à expliquer tout ça, commençons par résumer l'histoire de ce Matrix 4. Le film démarre dans une recréation de l'histoire du premier Matrix sous la forme d'un jeu vidéo, ou plutôt un modal, un programme conçu pour entraîner une intelligence artificielle, conçu par Neo lui-même. 60 ans après le dernier film, notre élu est en effet réintégré dans une matrice, extrêmement différente de celle d'avant, mais œuvrant au même but, exploiter le peuple. Thomas Anderson, affublé d'une nouvelle apparence de nerd chauve aux yeux des autres, a été convaincu par son analyste, joué par Neil Patrick Harris, que tout ce qu'il a vécu dans la trilogie originale n'était que le fruit de son imagination, et est désormais libre de répandre son message, mais à l'intérieur de la matrice, sous la forme d'un jeu vidéo reprenant l'histoire des 3 films Matrix, faisant ainsi profiter le système de son combat puisque son patron est désormais Smith, modifié comme l'oracle par un imbroglio informatique, et joué par Jonathan Groff, comme dans le premier film où son patron ressemblait énormément à Smith. Et libre de vivre sa romance avec Trinity, mais dans un monde qui a poussé Trinity à vouloir une vie qui la rend incapable d'écouter son cœur. Quand l'histoire démarre, il est forcé par la maison mère de sa société de jeux vidéo, qui n'est autre que Warner Bros., de faire une suite à sa trilogie, ce qui le fait plonger dans une profonde dépression. Repéré par Bugs, une libérée jouée par Jessica Henwick, il va être à nouveau sorti de la matrice pour apprendre la vérité, que suite à une guerre interne entre les machines, il a été ramené à la vie pour servir de base à un système conçu autour d'une déformation de son message, et qu'il doit reprendre le combat, qu'il le veuille ou non. Mais tout comme dans l'original, il ne peut trouver la motivation de se battre, l'amour, qu'en libérant Trinity. Après avoir demandé l'aide de Niobe, toujours joué par Jada Pinkett Smith, et se l'être vu refuser, il part avec l'équipe de Bugs libérer Trinity, mais n'arrive qu'à affronter d'anciens ennemis et à être rattrapé par l'analyste. Il lui révèle alors que toute sa matrice est basée sur ce qu'il a tenté d'insuffler à la société, qu'il a récupéré toutes ses armes et les a retournées contre lui. Son désir d'éveiller les esprits à ce qu'on leur cache du réel s'est transformé en une remise en question du réel en général. If we don't know what's real, can't resist. Et son pouvoir de ralentissement de l'action sert désormais à le contrôler. Une fois de plus, Neo est face à un non-choix. S'il veut vivre sa liberté, il doit se battre, au risque de tout perdre, y compris sa raison de se battre et de vouloir être libéré, Trinity. Il s'engage donc dans une mission suicide pour récupérer sa dulcinée, et après un climax des plus haletants, sans pour autant déborder d'effets spéciaux, il brise à nouveau l'une des règles de la matrice, l'une des plus fondamentales, qu'il n'y ait qu'un seul élu, en réveillant Trinity également. Après être allé gonfler le torse dans le domaine de l'analyste, nos 2 héros, nos 2 élus, s'envolent vers d'autres aventures. Alors, en principe, il y a déjà plusieurs éléments de ce résumé qui devraient faire tilt et vous donner des clés de compréhension. Le premier étant le parallèle entre Neo, dont le jeu est devenu un outil du système qui lui en impose d'en faire un 4e, et Lana, dont le film est devenu un outil du système qui lui en impose d'en faire un 4e. Et c'est très bien si vous avez remarqué ça, parce que si on veut commencer à comprendre le sens, l'utilité et les choix de Matrix 4, c'est déjà important de comprendre pourquoi ce Matrix 4 existe. Alors bien sûr, pour les plus aigris qui vont faire la remarque, le film existe parce que Warner voulait du pognon. Il y a quand même un passage totalement méta qu'il dit directement dans le film. Our beloved parent company Warner Brothers has decided to make a sequel to the trilogy. What? They informed me they're gonna do it with or without us. Mais si la raison de l'existence de ce film c'était juste le pognon, Warner était déjà sur le coup. Ça faisait quelques années, quand Résurrection est annoncé, qu'il planchait sur un prequel basé sur Morpheus, avec Michael B. Jordan dans le rôle principal, et sans les Wachowski à la réalisation. La question qui se pose, c'est pourquoi Lana a eu envie de faire cette suite, après des années à refuser les brouettes de billets que Warner lui proposait pour en faire une. Là, on va un tout petit peu rentrer dans la spéculation, mais tous les éléments de mon développement sont actés dans des interviews et des making-of,
Donc je pense pouvoir avancer tout ça sans trop avoir de doute. Et de l'aveu de Lana, la raison principale qui l'a poussé à faire ce film, c'est la mort de ses parents. En effet, en l'espace de quelques mois, les Wachowski ont perdu 3 proches. Leur père, puis un ami, puis leur mère. Un triple deuil sur une courte période, surtout pour des artistes, autant dire que ça te met dans un état particulier. Tu te mets à mettre les choses en perspective, tu vois le temps qui a passé, et tu remarques, du coup, ce qui a changé ou pas. Et quand t'es une Wachowski, fervente partisane de l'idée de réincarnation, forcément, mais c'est là que je spécule, tu vas imaginer ce que serait la vie de tes parents s'ils se réincarnaient aujourd'hui. Et ce qui a sans doute marqué Lana, c'est que si ses parents revenaient, ils seraient confrontés à beaucoup des mêmes problèmes qu'ils ont déjà eu à affronter dans leur jeunesse. En effet, 20 ans après avoir mis une chanson qui dénonce la répression des minorités afro-américaines, on se retrouve avec George Floyd et tout le mouvement Black Lives Matter. 20 ans après Bound, The story really begins with me struggling with depiction of people like me in media. I watch Psycho, I watch Dressed to Kill, the endless films that are with trans people who are psycho killers and chopping people up. And it really hit me the hardest with Silence of the Lambs. The film just made me physically sick. I couldn't even sit in the theater, and I ran outside and I went to the bathroom and I was like crying in the bathroom, and I was trying to think of like one film that was set in sort of a genre world where an LGBT character sort of won and went off and lived happily ever after, and I can't think of one. And then I was just like, I'm gonna make it. Et le message de Matrix, on se retrouve avec des lois anti-trans qui les prennent systématiquement pour des prédateurs, et on essaye de contrôler le corps des femmes, avec un retour des lois qui répriment l'avortement. Et 20 ans après l'arrivée d'un nouveau type de héros, opposé aux héros reaganiens des années 80-90, qui étaient Schwarzenegger ou Stallone, les hommes forts, et 20 ans après la diffusion de son message sur l'exploitation par le système capitaliste, on se retrouve avec un président qui était chef d'entreprise, qui a fait sa campagne sur les idéaux belliqueux réganiens, reprenant un de ses slogans de campagne avec son MAGA, Make America Great Again, en ajoutant le retour de l'extrême droite en Italie, ou sa montée en Inde, et un peu partout pour être honnête, l'escalade du vieux conflit entre Israël et Palestine, ou le désir de la Russie de restaurer l'ancienne URSS en annexant ses anciens membres, le monde politique global, donc notre matrice, s'est tourné dans un délire nostalgique. L'envie de raviver un passé sublime. Nothing comforts anxiety like a little nostalgia. Everything was simpler back then. People wanted to be free. You ruined every suck my silky ass thing we had craze. La dénonciation de la nostalgie actuelle est centrale à Matrix 4, étant l'une des raisons de son existence, ce qui est illustré par le nom de Lovecraft de Bugs, Mnemosyne, déesse de la mémoire et des souvenirs. L'histoire, avec un grand H, se répète, et pas seulement politique comme le prouve l'existence de Matrix 4. Le monde du divertissement est exactement dans le même état, étant, notamment depuis 2015 et la sortie de Star Wars 7 The Force Awakens, dans un trip nostalgique. Art, films, books, we're all better. Originality mattered. Tous les ans, nous sommes débordés de suites, remakes, reboots, adaptations de licences nostalgiques. Hollywood a toujours fonctionné sur le système des franchises, mais aujourd'hui elles font totalement la loi, et le contenu original est de moins en moins proposé, et quand il l'est, n'est pas vraiment supporté par le public. Pour preuve, la saga Star Wars, pionnière des Legacy Sequels dont Matrix 4 parle, jusqu'au fait que la démo technique réalisée sous Unreal Engine 5, qui a servi à présenter ses graphismes next-gen autant qu'à faire la promo du film, s'appelle The Matrix Awakens, en référence à The Force Awakens, qui a fait 2 milliards, lancé une Sega qui en a rapporté 5,7 au total en incluant les spin-offs jusqu'à ce que Lucasfilm tue la poule aux œufs d'or, et lancé la mode des Legacy Sequels pour tous les autres studios, mais aussi les innombrables remakes de films animés Disney en live action, ou une autre production Disney, le Marvel Cinematic Universe, reposant en bonne partie sur les souvenirs nostalgiques des dessins animés ou BD et comics de notre enfance ou notre jeunesse, parce que c'est pas la qualité de ces films qui en a fait la licence la plus rentable de l'histoire du cinéma, offrant toujours la même recette bien calibrée et sans saveur, produit à la chaîne de façon tout à fait industrielle, ayant atteint le paroxysme de l'adulation nostalgique avec Spider-Man No Way Home, un film qui n'a rien à proposer à part nous remettre nos anciens héros sous les yeux, au point de laisser des silences juste pour permettre au public de devenir dingue quand leur chouchou arrive à l'écran. That's great. Thank you.
et qui a pourtant battu Matrix, qui fait l'exact inverse, à plat de couture. Et au-delà de la nostalgie, Lana n'a probablement pas pu s'empêcher de constater, amèrement sans aucun doute, que le monde politico-culturel était un peu à l'opposé de ce qu'elle et sa sœur prônaient dans Matrix. En cinéma, on se retrouve avec des blockbusters vides, se vendant principalement sur les effets spéciaux que Matrix a démocratisés et popularisés, conçus principalement par des équipes marketing, ce que le film évoque avec la scène, intelligemment, post-générique. Face reality, people. Movies are dead. Narrative? Dead. Media is nothing but neural trigger response and viral conditioning. Wait, what are you two talking about? What we need is a series of videos that we call the Catrix. Les films Marvel, c'est du conditionnement viral, en annonçant dès le début du projet et avec un texte à la fin de chaque film qu'on va réunir les personnages dans un prochain film, ou en annonçant qu'on va réunir les ennemis d'anciens films pour déclencher une hype artificielle sur le tour des acteurs de leurs héros respectifs, nos doudous nostalgiques. Bref, des films vides et intéressés, et non des films profonds, réfléchis et intelligents comme Matrix. Et en politique, tout son message de remise en question des règles de la société a été repris par l'exact opposé de sa pensée politique. Tout le côté extrême droite, complotisme, chaîne d'infos au point de vue partisan et biaisé, auto-qualifié de Red Pill, s'est en effet totalement réapproprié ce discours pour faire douter de la réalité elle-même, prôner l'exact inverse de leur message, une chose qui ne manque pas de les foutre hors de leur goût. And you people believe the craziest shit. The worse we treat you, the more we manipulate you, the more energy you produce. It's nuts. Constatant que la société revivait en boucle la même histoire, Lana a donc dû, je rappelle c'est la partie hypothétique du développement, imaginer ses parents revenir réaffronter les mêmes soucis qu'ils ont dû affronter dans leur jeunesse, et, pour faire son deuil, c'est la partie factuelle, a cherché à imaginer une histoire qui permettrait d'y projeter ses parents et de leur offrir une meilleure vie. Et ça tombe bien, elle avait une saga dans son répertoire qui contenait un couple de héros affrontant le système et qui était mort, et donc devrait être réincarné pour reprendre ce combat. Encore mieux, la répétition cyclique des problèmes de lutte contre la société était déjà intégrée à cet univers, avec le fait que Neo soit la 6e version d'un être qui se réincarne à chaque reboot de la matrice. Et, cerise sur le gâteau, en écrivant cette suite et en réincarnant Neo et Trinity, elle pouvait non seulement projeter ses parents sur les personnages, mais elle permettait également à ces personnages de sortir du cycle de leur trilogie. Quand on regarde Matrix, quand on revoit la trilogie, on répète une boucle qui condamne toujours les personnages à mourir. Et quand on sait à quel point elle s'est projetée sur Neo à l'époque, en lui collant ses idéaux, en offrant à sa némésis, son opposé, exactement le même look qu'elle avant sa transition, He was a ballroom nerd. Hilarious. en le faisant jouer par Hugo Weaving, dont le plus gros succès jusque-là était Priscilla, Reine du désert, où il joue un travesti, pour pouvoir lui remodeler la gueule à volonté, c'était évident que la possibilité de les ramener à la vie, leur offrir un nouvel avenir, et de projeter sur eux, de son propre aveu, ses parents, pour leur offrir une belle résurrection dans un monde qui a hélas si peu changé, c'était une occasion unique, pour elle, de sortir ces personnages de leur boucle fermée. Alors au passage, je m'excuse d'utiliser une photo de Lana pré-transition, mais d'une part c'est elle qui nous met le nez dessus avec la réplique de Smith, He was a ballroom nerd. donc je pense que ça la dérangerait pas, et d'autre part ça aide à comprendre son processus créatif. Projeter des personnes réelles sur des personnages fictifs, y compris elle-même, ça fait partie de son processus créatif. Le film y fait référence à plusieurs reprises, comme quand l'analyste de Neo lui dit qu'il a utilisé des éléments de sa vie dans son jeu, comme son chat, quand il avoue à Trinity qu'il y a beaucoup de lui dans le personnage de son jeu, et avoue à demi-mot qu'il y a beaucoup d'elle dans le personnage de Trinity, ou quand Morpheus, désormais joué par Yahya Abdul-Mateen, se demande si les souvenirs transformés en fiction sont moins réels. Are memories turned into fiction any less real? Is reality based in memory nothing but fiction? La vraie vie de Lana inspire ses œuvres. Bound était donc inspiré par le souvenir traumatique de sa séance du Silence des Agneaux, Matrix était inspiré de sa lutte et celle de sa sœur pour répandre leurs idées dans une matrice vouée à taire ce genre d'idées, Speed Racer était inspiré de leur animé d'enfance favori, Jupiter Ascending mettait en scène leur passé familial russe, et Sense8 était inspiré de nombre de leurs expériences, notamment le harcèlement que Lana a subi dans son enfance. Early on, I am told to get in line after a morning bell, girls in one line, boys in the other. I stop in between them. The nun, I realize, is staring at me, and then she's shouting at me.
and I don't know what to do. She grabs me, and then she's yelling at me. My silence infuriates her, and she starts to hit me. At that age, I was really uncomfortable with my body. I didn't like to be naked, especially in front of other boys. But you had to take a shower before you could go in the pool. So I would do it, but I would wear my suit and a t-shirt. It worked for a while. And then one day it didn't. The hot water came from the same boiler that heated the radiator. Donc, si je m'excuse à nouveau auprès de celles et ceux que ça aurait pu choquer, il me semble qu'être honnête vis-à-vis du passé de Lana, et le montrer, c'est nécessaire pour comprendre son discours, son processus créatif, qui elle est, pourquoi elle fait les choix qu'elle fait, et est passionnée par les sujets qui la passionnent. Au minimum, c'est nécessaire pour comprendre l'ironie d'avoir fait de Neo un heure de chauve. Et justement, dernier point lié à tout ce bordel autour des souvenirs, de la nostalgie, des répétitions et des réincarnations qui explique pourquoi Lana a eu envie de faire cette suite, c'est tout simplement que les choses cycliques qui se répètent, c'est un peu la base de leur travail, Wachowski. C'est un truc qui fascine Lana. We're still telling the same stories we've always told, just with different names, different faces. Snow White and the Huntsman. Did anyone see that? And mumble. Moonrise, Yeah. Moonrise Kingdom. Did you see that? We watched these two movies and I realized that they are unbelievably the exact same movie. The plot is the same, the characters are the same, the themes, their tone is different, and the aesthetics are different. And that's it. And no one ever compared them. A girl runs away from a strange dynamic in which there's a sexual tension with the blonde evil woman. They both end up meeting this Boy Scout huntsman who's an outdoors guy. They're afraid of the woods, but then they become attracted to each other and have a slightly strange sexual encounter that then brings them into an Eden. All the while they're being pursued by a troop of small men. Dwarves who hate them at first and try to get them and hunt them wildly, but then sit around the campfires, both, and talk about farting and eating and stuff, both, unbelievably, and then have a change of heart and end up helping them and rescuing them and saving them, while the evil blonde queen sends another emissary to hunt them down, and eventually the hero Boy Scout guy, huntsman, saves her and they go off. Everyone seen Apocalypse Now? No. Have you seen Conan the Barbarian? The original. Unbelievably, they're the same movie. Yeah. Watch the climaxes of the two movies because they're almost shot for shot. It's really weird. I mean, the chopping off of the head, the walking out, the holding of the head, the crowd of worshippers, and the replacement of the father figure with this new figure. Yeah. It's both stories are pro-power movies. Oh putain, c'est le même film! Les cycles sont présents dans Bound, où les héroïnes voient toujours les mêmes situations se répéter dans leur vie, les condamner à souffrir et cherchent à sortir de cette spirale infernale. Dans Matrix, pour toutes les raisons qu'on a déjà citées, plusieurs versions de la Matrice, plusieurs élus, plusieurs fois que les machines cherchent à détruire Sion. Dans Speed Racer, où le héros Speed essaye de mettre fin au système qui garantit la victoire du Grand Prix à l'entreprise qui s'en met plein les poches et exploite la passion du peuple à chaque course depuis des années, et puis avec la projection sur son frère. Dans Cloud Atlas, qui est basé sur la réincarnation et la répétition de situations où une âme essaye de libérer l'humanité ou de se libérer du système. Dans Jupiter Ascending, où les humains se réincarnent génétiquement. Et dans Sense8, où les situations des personnages se font écho, et leur quête est similaire à celle d'une génération précédente de Sense8. Les gens comme eux qui peuvent sentir les émotions des autres, ou se projeter dans leur corps. Alors, une Legacy sequel basée sur une licence nostalgique, qui parle d'un système qui répète ses actions en se basant sur la nostalgie en ce moment, et permet d'offrir une meilleure vie aux parents dont elle est nostalgique. Est-ce que vous comprenez que pour elle, c'était l'idée idéale et qu'elle n'avait pas d'autre choix que de dire oui à Warner? Une opportunité pareille, qui colle aussi parfaitement à tes thèmes et à ta situation actuelle, ça se refuse pas. Donc, voilà pourquoi Matrix 4 existe. Parce que c'était l'occasion de faire un commentaire sur le système actuel, politique ou culturel, d'offrir un meilleur avenir à ses personnages et à une réincarnation de ses parents pour Lana,
et de traiter un sujet qui a toujours été au cœur de son travail, au moment où il est plus présent que jamais, et donc plus que pertinent à traiter. Les répétitions cycliques, la nostalgie. Mais le truc, c'est que comme Lana étudie la répétition, ce qui l'intéresse le moins, c'est bien sûr de répéter la même chose telle quelle. Suffit de lire les panneaux dans la scène qui reproduit l'intro pour voir que juste refaire la même chose, ça l'intéresse pas du tout. D'ailleurs, il m'avait moi-même fallu plusieurs visionnages avant de réaliser qu'elles se répétaient à chaque film, parce qu'elles savent très bien se réinventer. Et donc, si on veut comprendre pourquoi ce Matrix 4 est si différent et en même temps dans l'exacte lignée de ses prédécesseurs, il faut comprendre un truc simple. Dans ce film, elle a repris tous les aspects et composants de la trilogie originale et a fait tous les choix opposés. Ou en tout cas, des choix différents, adaptés au message de ce nouveau Matrix sur une nouvelle matrice. A commencer par un choix qui a fait réagir la partie politique de ses fans énervés. Si Matrix 1 à 3 était assez cryptique et te laissait te poser des questions, the movie would inspire people to think about it and inspire dialogue about everything. Matrix Résurrection est ultra clair. C'est comme si elle avait rendu plus concret le message suggéré par les autres films, comme quand elle fait dire clairement à ses personnages de quel choix ou absence de choix elle parlait dans la trilogie. The paradox between free will and destiny. Are we all just algorithms doing what we're supposed to do, or can we escape our programming? I remember wanting a family, but was that because that's what women are supposed to want? Matrix 4 réexplore Matrix pour rendre plus clair son message. Parce que, il y a beaucoup de gens qui ont eu besoin de mes vidéos pour comprendre Matrix. Mes vidéos, ou d'autres bouquins faits pour expliciter le message des films. Parce que c'est pas évident d'analyser les métaphores et la mise en scène des Wachowski pour comprendre leur message. Croyez-moi, je dis pas ça pour me la péter, parce que pour cette vidéo, comme pour la précédente, ça m'a quasi foutu en dépression d'essayer de trouver le vrai sens et comment vous l'expliquer. C'est un challenge d'analyser un film des Wachowski. Et donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris le film, ou sont restés en surface, ou pire, qui ont déformé le message. Total effing MILF. Daggers. Look, I'm sorry. I'm a geek. I was raised by machines. Et l'une de ses motivations pour faire ce film, au-delà de ce qu'elle veut dire sur le monde moderne, la nostalgie et tout le bordel, c'était d'expliciter ce qui était, et ce qui n'était pas, son message dans les films précédents. C'est quelque part un des choix les plus culottés de Lana parce qu'elle aurait pu continuer à être vague et complaisante avec les fans avec lesquels elle avait du mal, mais non, elle a assumé et clairement énoncé le message cette fois-ci. Par exemple, comme je vous l'ai dit, tout un mouvement s'est créé autour de Matrix, prenant le fait de se réveiller à une vérité, mais en te vendant une fausse vérité. Et Lana, c'était pas du tout son message, donc elle a explicité ça avec la scène du train, par exemple. Un détail qui m'a fait perturber à l'époque de ma critique, c'était que des personnages portaient des masques, l'un d'eux affichant la matrice. Et dans un premier temps, j'ai cru que Lana défendait la position Red Pill des anti-vax, que les masques c'était un moyen de contrôle de la population. Mais si tu réfléchis 2 secondes, la personne qui porte un masque Matrix dans cette scène, c'est une bot. C'est la nouvelle version des agents. Au lieu d'en avoir 3 et de les faire intervenir à travers les gens connectés, ils sont camouflés dans la population réelle, ignorant eux-mêmes leur artificialité, jusqu'à leur activation, pour pouvoir être partout. On y reviendra rapidement plus loin. Et pourquoi il y a un masque Matrix dans cette matrice? Parce que le jeu existe. Donc c'est un produit dérivé. Une exploitation de son message pour servir le système. Donc ce masque Matrix dénonce les anti-masques. Des gens qui prennent des produits dérivés d'une saga en partie anticapitaliste et qui protestent contre un complot de contrôle de la population qui n'existe que dans leur tête. Si vraiment elle voulait dire que le masque est une forme de contrôle, tout le monde en porterait dans le film. Vous vous rendez compte, si elle pensait vraiment que c'était un moyen de contrôle, sachant qu'ils étaient obligés de tourner avec des masques à cette période et qu'ils devaient trouver tous les prétextes pour les enlever, elle en aurait mis à tout le monde. Mais il n'y a que 3 personnes qui en portent parmi les attaquants. Il y en a aussi porté par la population normale qui est dans le train. C'est même pas exclusif à ceux qui font du combat rapproché qui auraient pu imposer le port du masque à la caméra. Le seul personnage avec un masque Matrix spécifiquement, c'est une bot. Et elle a spécifiquement fait se dérouler la scène au Japon, où c'est normal et socialement accepté de porter des masques quand on est malade, ou pour éviter de l'être. Le monde du film est pas en pandémie, donc elle a tout pensé pour que le message soit clair. Le personnage avec un masque Matrice, qui serait soi-disant un moyen de contrôle de la société, c'est une bot, c'est une méchante, et donc
Elle critique leur protestation en fait. Faut y réfléchir plus de 2 secondes, mais c'est ça que ça veut dire. Mais du coup, le résultat de rendre le message plus explicite, comme ici avec les masques, c'est que tu risques de te mettre à dos la partie des fans qui n'est pas de ton parti politique. En même temps, j'ai envie de dire que si t'es fan de Matrix, tu peux pas être de certains partis politiques. Si tu te dis fan d'une saga réalisée par une trans qui parle de l'oppression des minorités et des marginaux et que tu te retrouves à détester les LGBT et les étrangers, c'est peut-être toi qui as pris la mauvaise route ou en tout cas pas compris le film. Et ça, c'est beaucoup plus désagréable à avaler que de simples scènes d'action avec des ralentis cool et des gens habillés en cuir que certains fans attendaient de Matrix 4, et explique donc le rejet d'une partie du public. Mais même quand t'es pas du parti politique opposé à celui des frangines, c'est quelque chose qui a été assez mal accepté par les fans. Soit parce qu'ils se sont sentis insultés, on va y revenir, soit parce qu'ils ont compris qu'ils étaient dans le mauvais groupe de fans, et ils ont pas apprécié. Il y a eu à peu près autant d'interprétations de Matrix que de fans. Pour beaucoup, c'était l'intérêt même du film, qui est pas une réponse précise. Ce qui, pour être honnête, était encouragé par Lana et Lily. Mais tous leurs films après Matrix ont par exemple œuvré à relativiser la figure de l'élu, du sauveur, que les autres ne peuvent que regarder faire, parce qu'elles ont remarqué que les gens cherchaient à isoler ce qui les arrangeait et passaient à côté du message. Ce qu'on appelle la mort de l'auteur, quand ce que le spectateur interprète d'une œuvre prend le pas sur ce que l'auteur a voulu dire. Et comme on l'a vu, ça a donné des résultats diamétralement opposés à ce qu'elle prenait. Donc, en intégrant le jeu et les fans à Matrix 4, Lana peut leur réexpliquer, mais ce qu'elle a à leur dire leur a pas forcément plu. En fait, il y a 2 groupes de fans dans Matrix 4, les collègues de travail de Neo et les libérés. Et il y en a un qui a pas compris le message, et l'autre si. D'un côté, on a les collègues de Neo, des gens qui bossent pour une multinationale et qui ont compris chacun un aspect du film, celui qui leur parlait. Obviously, the Matrix is about Transpolitics. Crypto-fascism. It's a metaphor. Of capitalist exploitation. Matrix means mayhem. Matrix is mind-born. Philosophy and shiny. Type BBC. the paradox between free will and destiny. Or, tout le truc de Matrix, c'était de mélanger des inspirations pour transmettre un message plus global que tout ça. Oui, il y avait des bastons et des effets spéciaux, mais pour aider à véhiculer un message. These rules are no different than the rules of a computer system. Some of them can be bent. Others can be broken. Oui, il y avait un message sur l'exploitation capitaliste, sur le contrôle fascisant, et même une allégorie trans. Mr. Anderson, my name is Neo. Mais de l'aveu même des créatrices, c'était pas que ça, tout comme c'était pas que les effets spéciaux. C'était une partie d'un ensemble nécessaire pour faire la métaphore de leur message. Et les vrais fans, du coup, ceux qui ont, par exemple, compris que vous n'avez pas vu Matrix, si vous n'avez pas vu l'intérêt de la trilogie. I didn't love the first one. C'est le groupe de Bugs et les autres libérés. Bugs parle de son message et du fait que Neo l'a réveillé. Lexi de comment Trinity l'a réveillé. Burg voue une passion à Neo, mais garde une distance respectueuse. Et Shepard trouve super cool que Neo ait eu la capacité de voler, mais n'en fait pas une affaire. Is it true you could fly? Cool. Ce qu'ils retiennent tous avant tout, c'est le message. Et donc moi j'étais content parce que j'étais dans le bon groupe. Même déçu par les aspects action et effets spéciaux, j'étais plus fasciné par le message, et même en ayant eu du mal avec le film à sa sortie, je savais qu'en y réfléchissant un petit peu plus, j'allais le comprendre et le trouver beaucoup mieux. Mais beaucoup sont dans l'autre groupe, et n'ont pas apprécié ce que le film leur a renvoyé. Vu comme ça, la scène semble presque se moquer du fait que les fans cherchent le sens des films. Mais c'est pas ça qui est à noter, c'est qu'ils sont tous en désaccord, là où il n'y a aucune discussion autour du vrai sens, le combat de Neo, chez les libérés. Ils isolent tous un aspect du film, ou ici du jeu, et résument l'ensemble à ça, alors qu'il y a plus. Un ensemble. Donc le film ne dit pas que tous les fans sont cons, mais que certains n'ont pas compris le film, même s'ils pensent l'avoir compris. Genre les mecs qui se disent fans et finissent au marketing. Whatever you do, stay the hell away from marketing. Ce qui peut faire penser que c'est méprisant, c'est que généralement quand elle cite les films originaux, elle les traite un peu à la légère. No one can be told what the Matrix is. Blah, blah, blah. At last. Wasn't too sure about the callback, but you know, it's just hard to resist. Reveal at the window, lightning, thunder, and theater. All these years later, here's me, strolling out of a toilet stall. Tragedy or farce. Donc certains fans se sont dit, si elle respecte pas les films, elle doit pas non plus respecter les fans. Mais si ça vous a choqué, c'est justement que vous avez manqué une partie du message que Lana explicite ici.
Pour toutes les allusions religieuses que font les premiers films, ils sont contre l'adulation. Neo a beau être qualifié d'élu, de messie, c'en est pas un. L'élu, c'est une création des machines, pour contrôler le système, pour que la population reste calme en attendant que l'élu débarque. Et Neo a toujours tenu à relativiser l'adulation dont il faisait preuve. Il n'a jamais reproché à quelqu'un de ne pas croire en lui, il était mal à l'aise face à ses adorateurs, il insistait pour leur dire qu'ils n'étaient pas responsables de leur choix. Matrix est contre la figure du sauveur, contre l'adulation, la déification et les dogmes en général. Il n'y a peut-être pas de meilleur exemple de ça que l'Oracle, figure par définition mystique, qui est pourtant le personnage le plus relax et le moins imbu de lui-même de toute l'histoire. Elle vivait dans un HLM, elle se moquait d'elle-même, elle parlait de cookies et de bonbons et jurait régulièrement. You are a bastard. Balls to bones. Ainsi, elle transmet le même message, les dangers de l'adulation, mais au lieu de le suggérer en montrant le comportement de Neo face à ses adorateurs, elle le rend concret en étant irrévérencieuse par rapport à sa propre saga culte. Yeah, we kept some kids entertained. So worth it? Donc cette autodérision envers le sacré, qui reste sacré, They took your story, something that meant so much to people like me. ça a toujours fait partie du message de Matrix. Si ça vous dérange, c'est peut-être parce que ça va contre la vénération de la nostalgie de notre monde actuel. Sans y aller à la bourrin non plus comme un Star Wars de Last Jedi. Tenez, une preuve que c'est partie de leur message. En 2005, 2 ans après la sortie de leur saga en salle, elles ont participé à la réalisation du jeu The Path of Neo, qui pourrait être le jeu de Neo dans Résurrection d'ailleurs. Le jeu inclut des séquences du film, mais même si le jeu avait été créé sans le film, ils auraient pu filmer ces séquences et en faire des scènes cinématiques. Le but était de résumer la trilogie en une histoire complète, en mettant l'accent sur le message de Neo, l'absence de choix. Tout au long du jeu, on va donc nous proposer l'illusion du choix, comme la possibilité de vraiment faire fuir Neo de l'immeuble où il travaille au début, mais qu'on y arrive ou pas, ça finit de la même façon, avec la suite de l'histoire. Plus loin, on propose 3 portes différentes, mais quand tu finis un des niveaux, tu reviens devant les 3 portes, et au final, tu n'as aucun choix, tu passes par les 3 portes dans l'ordre imposé par le jeu. Et à la fin, Lana et Lily, pré-transition, viennent même en personne parler de l'absence de choix, de l'illumination, et se foutent de leur propre gueule. You see, at this point in the story, Neo stands on the verge of Satori, ready to resolve the paradox of choice and choicelessness, of free will versus fate, but that can only be achieved through an act of surrender, which occurs after he has abandoned the perspectival nature of truth, accepting the totality of present consciousness, which ultimately allows an evolutionary transition. Transcending the Cartesian dilemma through the emergence of delimited spirit, which then provides the world with a choice of a third path, the path of Neo, the path of peace. Now, maybe that works in a movie, but in a video game, the Jesus thing is, well, lame. So if you're ready, it's time for a little Hulk versus Galactus action. Good luck! You'll need it. And enjoy enlightenment! Parce que le jeu est bourré d'autodérision. Dans une des 3 portes, on est confronté à un monde où on affronte littéralement des bugs informatiques, donc des insectes. À un autre moment, on affronte une armée de Smiths au Congrès ou au Parlement américain, parce que comme elles parlent de la matrice dans un jeu vidéo, elles adaptent le message au jeu. These awful, horrible, violent video games are offensive to our most basic values. Et à la fin, au lieu d'affronter un Smith, on affronte un méga Smith créé à partir des Smiths et d'éléments de la ville agglutinés les uns aux autres. And enjoy enlightenment! Donc vraiment, l'irrévérence de Matrix 4 par rapport aux 3 premiers films, c'est ni du dédain par rapport à la trilogie originale, ni une insulte aux fans. C'est juste comment pensent les Wachowski. Et donc une prolongation des messages et des thèmes des films originaux. Vite fait, parce qu'on a abordé le jeu, en dehors de l'irrévérence, il y a plein d'éléments qui annoncent Matrix 4 dans Path of Neo. Comme dans le film, il y a toute une scène où Neo et Séraphin sont dans un cinéma qui diffuse des images du film devant lesquelles ils se battent. Donc tout l'aspect méta de Résurrection est déjà là. Et il y a aussi le côté résumé des trilogies, parce que Matrix 4 aussi refait tout le parcours de Neo, pas juste le premier film. Oui, on reproduit l'intro et après on doit le libérer, mais aller à Io, dans lequel on croise des gens qui ne s'accordent pas avec la façon de se battre des héros, ça vient du 2, et la mission finale dans la ville des machines avec révolution et prise de contrôle sur la matrice, c'est le 3. Bref, Lana ne souhaite pas insulter ses fans, elle traite l'adulation de sa propre saga avec irrévérence, et signale au passage à ceux que ça énerverait que si c'est le cas, ils ont manqué un élément, un des nombreux éléments
des films dont ils se disent fans. Elle est peut-être un petit peu dure avec eux, mais elle se moque pas des fans. Elle se moque juste de ceux qui n'ont pris qu'une partie du message, et en profite pour faire une piqûre de rappel et l'actualiser. Et là on en arrive au cœur du sujet. C'est quoi la matrice moderne? Qu'est-ce que Lana dénonce? Et comment ça se transcrit dans ses choix de mise en scène? Pourquoi, si elle dénonce la même chose qu'avant, une matrice, elle fait un film aussi différent des trois autres? C'est quoi cette matrice 2.0? I prefer counting from the emergence of one integral anomaly to the emergence of the next, in which case this is the 6th version. Alors, si Neo était la 6e version, ça veut dire qu'on était à la 7e, à la fin de Révolution, puis l'analyste a créé sa propre version pervertie, donc c'est... difficile à dire parce qu'il a fait plusieurs essais, on va dire que c'est la 8e version de la matrice au minimum. Hein? Et donc, notre nouvelle matrice, moderne, c'est une perversion du message de la trilogie originale. Using the power that defined you to control you. Neo prenait l'individualité et l'entraide, le combat commun contre le système pour la possibilité d'exprimer qui on est vraiment, la recherche d'informations sur le monde autant que sur soi, et notre matrice moderne a renversé tous ces concepts sur leur tête. The only world that matters is the one in here. What validates and makes your fictions real? Feelings. C'est transcrit par un des premiers éléments de mise en scène qu'on peut remarquer en voyant le film. Là où le vert était la teinte prédominante de Matrix 1 à 3, ici, Lana est passée au bleu, inspiré par la pilule, moyen de contrôler les émotions, au lieu du code vert de la répression des émotions. Je tiens à préciser vite fait, parce que j'ai vu certains accrocher là-dessus, Lana ne dénonce pas ici le fait de prendre soin de sa santé mentale. Une pilule sert aussi à se libérer dans le film. Celles-ci sont négatives parce qu'elles viennent de son psychanalyste, dont la spécialité est de retourner tout ce qui aide Neo contre lui, y compris prendre soin de sa santé mentale. Lana a rien contre les psys, elle a une très bonne relation avec le sien, mais on peut voir par exemple là-dedans une métaphore des thérapies de conversion, qui détournent quelque chose de bien, prendre soin de sa santé mentale, pour servir une matrice. Comme pour les machines ou la matrice elle-même, Lana ne voit pas les choses de façon binaire. Bref, encore une fois, elle garde les codes de Matrix, jouer avec la couleur, mais comme la matrice a changé, en exploitant les émotions au lieu de les réprimer, le code couleur change aussi. Dans la trilogie d'origine, le sens de ce filtre vert trouvait son origine dans les écrans informatiques. On a utilisé pendant très longtemps des écrans verts et noirs, à l'époque où les PC ne pouvaient sortir que du noir ou du blanc pur, et le blanc était trop agressif. Et quand le film est sorti, on était pile au début de la démocratisation de l'ordinateur personnel. Neo, avec son PC et ses disquettes pirates, c'était un marginal. Internet, ça avait été créé il y a à peine 10 ans. Jusqu'à il y a à peu près 10 ans, les seuls lieux qui avaient des tonnes d'ordinateurs, c'était les entreprises, les bureaux, l'administratif, tous les symboles du système. De ce qui réduisait la population à un chiffre, un nombre à gérer, à contrôler. C'est pour ça que les premiers films avaient fait ce choix esthétique du filtre vert. Notre monde est toujours en train de nous informatiser et nous réduire à des nombres. Mais aujourd'hui, ça se fait différemment avec des écrans différents. Donc récupérer la teinte verte des films d'avant, ça aurait été rétro. À la place, Lana adapte le code couleur à nos écrans modernes qui renvoient une lumière bleue, comme explicité dans ce plan avec les portables. Et si certains peuvent penser que c'est un commentaire de boomer, c'est aussi tristement vrai. Le monde informatique d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn. Pour tous ces réseaux, généralement avec des logos bleus d'ailleurs, nous sommes des nombres, des chiffres, dont il faut tracer les actions pour pouvoir les identifier et les placer dans une petite catégorie qui permettront aux algorithmes de nous renvoyer les posts, les infos et bien sûr les pubs qui nous parlent le plus et permettront de tirer un profit. Les algorithmes nous proposeront les influenceurs, les créateurs, les journaux qui collent à notre point de vue du monde, chacun représentant une version déformée de la réalité, conçue sur mesure pour se conformer à certains points de vue. Nous enfermant au final chacun dans notre petite bulle, dans notre écran, qu'on le veuille ou non. Si tu veux savoir ce qu'est vraiment le monde, il faut en entendre tous les points de vue. Les comparer, les mélanger pour trouver, grâce aux points communs, la vraie vérité. Ce qui est de plus en plus compliqué dans un monde où les réseaux sociaux et les médias t'enferment dans une bulle, une réalité alternative et sur mesure. Et je vous le dis, ça rend un peu dingue. Tu comprends pourquoi les gens apprécient de s'enfermer dans des bulles, parce que c'est pas facile d'avoir des avis tranchés et de voir la vérité des choses quand chacun est complètement dans son monde.
You don't give a shit about facts. It's all about fiction. I've been setting productivity records every year since I took over. And the best part, zero resistance. People stay in their pods. Et justement, Lana aussi effectue cet exercice, pour tous ceux qui accuseraient le film d'être bêtement woke comme un film de Disney par exemple. Dans le premier film, on nous disait que Sion était elle-même une matrice, avec ses propres règles, avantages et inconvénients. Zion was stuck in a matrix of its own. They believed that it had to be us or them. Une sous-culture est malgré tout une culture, et n'est pas forcément parfaite non plus. Et c'est toujours le cas ici. D'abord, on a la réaction de Niobe quand elle voit Neo. Elle le condamne et le fait enfermer sans autre forme de procès. Et si on peut voir en Niobe en général le symbole d'une minorité qui a peur de perdre le peu qu'elle a gagné si la nouvelle génération gueule trop fort, on peut voir dans cette décision précise une sorte de critique de la communauté LGBT et du rejet de l'homme blanc cisgenre. Là aussi, je peux pas directement l'affirmer, c'est une interprétation potentiellement bancale. Mais étant donné que Lana a déjà émis des critiques par rapport au rejet de l'homme blanc... Tell our viewers why it is that you're called Van Damme. Have you ever seen Lionheart? No, I don't watch movies like that. Movies like what? Movies where the white man saves the world. Lionheart is not about any of those things. But Van Damme is white. Yes. So it's about white courage. What does courage have to do with... The color of a man's skin. Et aux excès de certaines communautés, y compris la sienne, Well, I totally disagree with what you said about dropping LGBT. I just thought that the distinctions were separating us. et qu'elle a même eu du mal à accepter le rebranding de la communauté gay à communauté LGBT, vu comment elle a galéré à apprendre l'acronyme. GLBT people, the GLBT community. Je pense que c'est pas impossible que ce soit pour ça qu'elle va aussi loin. Il y a beaucoup de gens qui étaient opposés au combat de Neo, qui croyaient pas en lui, ils l'ont pas enfermé dans une tour sans autre forme de procès. Et pourtant, il y avait un homme blanc à leur tête. Et ensuite, à l'opposé de nombreuses œuvres que l'on peut qualifier de woke, des œuvres qui utilisent les idéaux que mettait en avant Matrix, de diversité par exemple, mais pas dans un but artistique, purement pour faire un profit, et du coup de façon racoleuse, bas de plafond, superficielle, voire insultante, Neo n'est pas rabaissé pour donner de la valeur aux personnages féminins. Bugs est une nouvelle Morpheus, elle prend pas la place de Neo, pas plus que Trinity, qui partage ses pouvoirs à la fin, au lieu de lui voler son titre. Ray Skywalker. Oui, les pouvoirs de Neo sont diminués au début et jusqu'au climax. Yeah, that's not happening. Mais c'est justifié par le conditionnement des machines et la perte de sa volonté de se battre, Trinity, et au climax, il retrouve toutes ses capacités. Je dirais que ses pouvoirs sont même plus forts qu'avant quand on évoque le nom de Trinity. Bref, pourquoi j'étais parti là-dedans déjà ? Ah oui, la bulle confortable des réseaux sociaux qui te maintiennent dans une vérité alternative grâce aux algorithmes qui exploitent nos émotions, transcrit par la couleur bleue. Je sais, c'était un gros détour, mais on y revient. Comme le monde a changé, et qu'elle n'annonce pas le même aspect de ce monde, elle a fait évoluer tout le code couleur qu'elle avait instauré dans les 3 premiers films. Comme je l'ai dit, le bleu est la couleur centrale de cette matrice, inspirée par les écrans et la pilule bleue du premier film. Il est présent dans le bureau de Neo, sur le jean qu'il caresse pour se raccrocher à la réalité factice de la matrice, et sur la monture des lunettes de l'analyste, qui contrôle donc la structure du système, mais aussi sur les verres de lunettes des individus libérés, qui, comme dans les autres films, portent devant les yeux le symbole de la matrice. Les verres bleus sont équivalents aux verres miroirs des anciens films, où ils évoquent la réalité, puisque Neo en traverse un pour accéder au vrai monde, ce qui est inspiré par les vitres miroirs des immeubles des entreprises. Avec l'évolution de cette matrice, on retrouve aussi le bleu sur les cheveux de Bugs, car le système ayant inclus l'expression d'idées différentes dans son monde, avec le jeu de Neo dans les films, ou avec les films dans notre vrai monde, le système fait partie des éléments qui permettent de libérer les individus, lorsque des élus l'utilisent à leur fin. Bugs, qui a été libéré par un élément du système, les jeux vidéo, accepte d'avoir eu besoin du système pour s'en libérer, en affichant des cheveux bleus. En plus d'utiliser, attiser et contrôler nos émotions, la matrice offre désormais une certaine dose de confort qui aide à maintenir la population au calme, ce qui est illustré par la couleur jaune. Ce n'est pas sans raison que Neo vit désormais une vie de luxe dans son appartement de magazine d'architecture, savourant ses steaks et se reposant dans les confortables fauteuils design jaune de son bureau, qui a aussi une confortable moquette jaune. Même dans le monde réel, le confort fait partie de ce qui empêche Niobe et les habitants d'Io de lutter, refusant de mettre en danger tout ce qu'ils ont bâti pour avoir de meilleures vies. Lana aborde ainsi comment les anciens répriment parfois les ardeurs de la jeune génération,
craignant de perdre ce qu'ils ont gagné s'ils protestent trop fort et en demandent trop, entre guillemets. Et bien sûr, parfois, l'analyste doit repasser à la méthode traditionnelle, la répression pure et dure, réunissant les deux couleurs de sa matrice des émotions bleues et du confort jaune dans une matrice à nouveau verte lors du climax où il tente de réprimer les émotions de Neo et Trinity, mais aussi lorsqu'on évoque les éléments de répression des émotions, comme le code du jeu de Neo bien sûr, les lumières dans son bureau ou le logo du coffee shop qui semble ainsi une parodie de Starbucks. Un petit aparté là-dessus, mais il y a une symbolique autour du café. Tous les gens asservis à la matrice en boivent à longueur de film. Neo, son collègue, Trinity ou encore Smith qui le boit dans une tasse avec des symboles qui évoquent le code. Quand on sait que prendre son café est le rituel du matin de quasi tous les travailleurs du monde pour se réveiller avant de bosser et que Starbucks est l'un des symboles les plus vibrants de la mondialisation et du capitalisme, c'est probablement pas un hasard. Mais bref, revenons aux couleurs. Le rouge, quant à lui, sert toujours à désigner le réel, qui tente de percer à travers les manipulations de la matrice, comme avec les quelques lumières autour de Neo et Trinity quand ils sont proches de la vérité, et bien sûr sur la pilule, dans les pods et les yeux des machines qui voient la réalité, et plus étonnamment dans la fraise, dont on ne dit pas si elle a le même goût que dans la matrice, mais qu'on insiste pour montrer délicieuse. Le littéral fruit du travail de Neo pour améliorer la réalité, qui est en effet meilleur qu'avant. Il y a par exemple une grande diversité dans les hauts rangs de l'entreprise de Neo, qui ont une voix aussi valable que les autres, mais contient toujours des côtés néfastes, qui restent difficiles à voir pour la population. Ainsi, chaque aspect de ce nouveau film est illustré par une couleur, comme dans les précédents, mais au sens différent de leur utilisation dans les premiers Matrix. Le bleu, qui était la couleur principale du monde réel, est devenu celui des réalités émotionnelles. Le jaune doré de l'amour de Neo a été contorsionné pour illustrer le confort qui maintient docile. Le rouge et le vert, par contre, sont grosso modo restés les mêmes, mais utilisés différemment. Dans le prolongement de cette idée, le personnage de Morpheus a été réinterprété comme un mélange entre Morpheus et Smith, puisqu'un produit du système aboutit à un personnage qui aide à lutter contre le système. C'est pour ça qu'elle l'a recasté, ça n'a rien à voir avec sa mort dans le jeu Matrix Online, comme beaucoup l'ont dit. C'est pour dire quelque chose d'autre avec son personnage, que certains libérateurs, certains guides, peuvent provenir du système lui-même, désormais. L'oracle reste dans le fond, lui il intervient. Mais n'étant pas sûr de ce qu'il est, avec des origines aussi disparates que Morpheus et Smith, il se cherche tout le film en portant des costumes aux couleurs qui évoquent les différents aspects de la matrice. Le bleu des émotions, le jaune du confort, et enfin le rouge du réel, du vrai. Il en pense quoi, Karl Lagerfeld ? Et lorsqu'on mélange ces couleurs, avec le gimmick favori des Wachowski, les tapisseries moches, on peut également en voir une utilisation qui n'est pas innocente du tout. Dans le bureau de l'analyste figure en effet cette horrible tapisserie façon écran de veille des tuyaux de Windows, où le jaune de l'amour dont Neo faisait la promotion est trituré dans tous les sens par le bleu de la nouvelle matrice. Et sans hasard, l'autre tapisserie est une forêt dorée, donc proche du jaune, qui cache le fond rouge de la réalité. Et ça, c'est sa technique sur tout le film. Elle fait pareil, mais différent. Elle utilise les mêmes codes couleurs pour transcrire ses idées différemment, elle utilise toujours les jeux vidéo, mais là où c'était principalement métaphorique dans les premiers, ici c'est le monde concret de Neo. Elle fait la même histoire mais racontée différemment, on y reviendra. Les mêmes plans très composés et réfléchis mais montés différemment et filmés différemment en caméra épaule. Par exemple, le saut de l'ange de Trinity est filmé de façon à être esthétique et visuellement impactant, alors que celui de Bugs est filmé en contre-plongée puis en plongée pour sentir la hauteur de sa chute, et elle filme l'appartement de Neo sous des angles tellement plus naturels et humains qu'on a du mal à le reconnaître. Elle remet les mêmes scènes qui se déroulent différemment, et les mêmes personnages ou archétypes joués par des acteurs ou des personnages différents. Bref, Lana a fait un Legacy Sequel qui est, au sens propre, adapté pour le public, et donc la matrice, moderne, où les mêmes codes sont utilisés différemment pour transcrire la nouvelle méthode de cette nouvelle matrice. Comme le filtre vert du contrôle des émotions, remplacé par un travail du bleu de l'exploitation des émotions. Why? Feelings. Tous les aspects du film sont décidés par la même logique.
Le monde a changé, donc tous les codes inspirés par la dénonciation de la matrice de l'époque des premiers films doivent être adaptés à la matrice moderne. C'est pour ça que Matrix 4 n'est pas réalisé comme Matrix 4 devrait être réalisé, c'est-à-dire comme Matrix 1, 2 et 3. Le monde dont il parle a changé. Matrix étant anti-système, sa mise en scène était une réaction au système. Face à un cinéma d'action souvent peu regardant à la fois sur la forme et le fond, le message et la mise en scène, le choix révolutionnaire était d'y mettre une histoire profonde et de travailler les plans et la composition comme un film d'auteur, ou en bande dessinée ou en animation, qui je le rappelle étaient des sous-cultures à l'époque. Et pour parler de la rigidité du système, il était plus approprié d'utiliser des plans composés, millimétrés, symétriques, avec des caméras bien fixes sur trépied ou sur leur chariot de dolly. C'était aussi pour parler de la rigidité de la matrice que les personnages ont un balai dans le cul et parlent avec le moins d'émotion possible. Mais la base de la matrice moderne, les réseaux sociaux, les écrans, les communautarismes partisans et l'attrait pour la nostalgie, c'est au contraire, donc, d'exacerber notre identité, de flatter nos émotions pour nous rendre bien quantifiables, identifiables, et faire de nous de meilleurs consommateurs, électeurs, employés, etc. Aujourd'hui, les entreprises, c'est plus les cubiques de 2 mètres sur 2 sans aucune personnalité, où personne ne se voit, c'est les open space à la Google, où tous les employés sont encouragés à échanger pendant que leur enfant est dans la crèche d'entreprise, entre 2 parties de billard dans l'espace de repos. Tout comme avec les algorithmes des réseaux sociaux, c'est nos émotions qui sont récupérées pour nourrir cette matrice. Et donc, dans un monde où les films d'action sont standardisés à l'extrême et bien codifiés pour exploiter nos émotions, où même une série Netflix peut se vendre sur des scènes d'action parfaitement chorégraphiées et en plan séquence, le choix révolutionnaire, cette fois, c'était de tourner ce film comme un film d'auteur, comme l'a été la trilogie, mais en s'axant cette fois sur son côté émotionnel et non sa sophistication esthétique. On tourne en lumière réelle et plus exclusivement en studio, ce qui permet voire impose de trouver ses plans sur l'instant pour jouer avec, ce qui impose une caméra plus mobile et pas figée sur son trépied, le tout avec un montage plus rapide car utilisant beaucoup plus de gros plans et de plans taille ou épaules pour pouvoir être plus proche des émotions des acteurs. On se concentre sur l'émotion, pas la rigidité et la perfection. Et ainsi, Matrix 4 propose, en étant basé sur la même idée, le style exactement opposé de celui des trilogies. Vous allez me dire que ça rend les scènes de baston nulles, et vous auriez partiellement raison. Mais en vérité, c'est pas le style qui rend la plupart des bastons illisibles. Celles qu'ils sont vraiment, l'évasion de Morpheus et celle de Neo, c'est parce que les personnages ont pris la pilule rouge et sont désorientés. Mais toutes les autres sont parfaitement lisibles. Elles ont juste un aspect plus quelconque parce qu'elles sont pas filmées avec des plans larges ou n'essayent pas de mettre le plus de mouvements possible dans un plan. Ce serait compliqué vu qu'il y a clairement une volonté d'enfermer plein de personnages dans un espace restreint, à de rares exceptions. Toutes les scènes d'action remplissent un petit espace de dizaines de personnes s'affrontant simultanément dans un chaos organique. Elles sont plus captées sur le vif et se concentrent sur ce que ressentent les personnages, et non comment ils bougent ou de quoi ils ont l'air. Ça n'a pas été relégué au second plan non plus, les acteurs ont appris leur chorégraphie par cœur pendant des mois, comme dans les autres films, mais pour que Lana ait juste à crier action et que tout le monde sache quoi faire, et qu'elle puisse choisir ses valeurs de plan, ses angles, ses cadres au tournage et ses coupes au montage, en se basant sur les émotions et non sur la chorégraphie. Ça en a amené certains à dire, comme je l'évoquais en début de vidéo, que Lana aurait saboté le film. D'ailleurs, la preuve dans le making-of, elle a dessiné le plan au sol, un schéma qui permet aux techniciens de savoir comment est-ce qu'elle veut que l'action se déroule et où placer leurs équipements à chaque plan, du climax, la scène de course-poursuite à San Francisco, sur un bout de serviette de table quelques minutes avant de tourner la scène parce que les producteurs étaient en panique face au côté relax de Lana. Le truc, c'est que l'improvisation en soi, c'est pas une mauvaise chose, et c'est même vachement plus impressionnant quand tu fais un truc qui tient la route comme ça au débeauté. Et la scène concernée par ce plan au sol est probablement la meilleure du film, donc ça devrait plutôt être un truc à applaudir en fait. Ça devrait d'autant plus être applaudi pour des réalisatrices qui ont commencé dans la rigueur et la minutie, et se sont tranquillement dirigées vers cette mise en scène plus spontanée au fil des années. Et c'est d'avoir commencé par cette rigueur et cette réflexion qui fait qu'elles peuvent désormais penser les choses sur l'instant, avec l'aide d'équipes techniques qui les accompagnent à chaque film depuis quasi Bound et qui savent très bien ce que Lana aime et cherche, puisqu'ils ont accompagné sa formation. Sur le tournage, ils sont arrivés avec tous les équipements de pointe pour construire et réaliser tout ce qui lui venait en tête, dont une partie tout de même devait être prévue par le script et répétée pendant quelques mois. Cette méthode de tournage est la même que celle utilisée dans Sense8, donc l'utiliser ici n'est pas une preuve de sabotage, mais d'évolution de leur façon de tourner. Made us feel good, kind of know
what we were doing. And then eventually we threw all that out and started a whole new style where we wanted to improvise everything, and that's kind of where we ended up. It's a long journey from being very specific, very exact, to wanting absolute organic chaos. C'est idiot de dire que si Lana a improvisé, elle a fait son travail par-dessus la jambe et saboté le film. J'en ai vu des réalisateurs improviser leur découpage sur un tournage, ça voulait pas dire qu'ils traitaient leur film par-dessus la jambe. C'est une méthode de tournage aussi valable qu'une autre. Et si dessiner le plan au sol sur un bout de serviette dans Matrix 4, c'est du sabotage, c'était quoi ça dans Matrix 1? Jordan won the championship while we were shooting the dojo scene. Really? Yeah, the 300 frames per second shot of Fishburne in the air. Well, first we refused to direct. That's right. Because of the time difference, we got to watch the games on our monitor during the day. Live. They pumped it into our monitor. It was fantastic. Oh, that's great. That's We basically made them lug this satellite dish over wherever we went in Sydney, and then they would set up, and we were like, we didn't care about the camera monitor. We were always like, where's the satellite monitor? Donc, oui, les scènes d'action sont filmées différemment, mais c'est pas pour saboter le film, mais pour embrasser la matrice des émotions dans la façon de filmer et de monter l'action. Comme le reste, tout est plus à fleur de peau que maîtrisé et millimétré dans Matrix 4. Enfin, dernier aspect qui, à cause des choix de mise en scène plus axés sur les émotions, prend un aspect plus décevant mais logique, c'est les effets spéciaux. Les effets spéciaux de Matrix étaient révolutionnaires. Mais les Wachowskis se sont pas dit « on va faire un film avec des effets spéciaux révolutionnaires ». Elles ont écrit un film, ont couché sur papier leurs idées, les images qu'elles avaient en tête, les concepts philosophiques qu'elles voulaient expliciter, et après, en cherchant comment elles allaient réussir à passer tout ça en images, ont accouché d'effets spéciaux révolutionnaires. Le fameux bullet time n'a pas été créé pour être classe, ou pour utiliser des effets spéciaux comme argument de vente, mais pour vendre l'idée de briser les règles du monde qui nous entoure. Ici en séparant l'unité de lieu et l'unité de temps, en déplaçant la caméra plus vite que les lois de la physique ne le permettent. Quasi la première fois qu'on utilisait des effets spéciaux numériques pour eux, pour ce qu'ils pouvaient apporter d'unique, et non pas comme une simple évolution d'une technique précédente. Le truc c'est qu'aujourd'hui, c'est ultra simple de refaire les effets de Matrix, ou des effets dans le style de Matrix. Le moindre film d'action de Zack Snyder a 72 ralentis qu'on pourrait associer à un bullet time. Donc juste refaire du bullet time, mais en filmant autre chose, ça aurait rien apporté de neuf, et surtout ce serait juste reproduire, nostalgiquement, la mise en scène de la trilogie. Les plans larges, bien lisibles, mais très éloignés des émotions. Je vous mets au défi de me dire ce que ressent Neo dans ce plan mythique. 2 secondes avant, il demandait l'aide de Trinity, alors il est au contrôle, est super sûr de lui, ou il est en méga panique là? Dites-moi. Maintenant, voilà le bullet time, entre guillemets, de résurrection. Il n'y a que l'effet sur la balle qui fasse bullet time, et limite on la remarque pas parce que le montage est centré sur le visage, et donc les émotions, de Neo, sa réaction, et non sur la balle. Comme pour les combats, ce sont les émotions qui guident les choix qui concernent les effets spéciaux de Matrix 4, pas la reproduction du style des premiers films, puisqu'ils ne collent plus à la nouvelle matrice dénoncée. Et honnêtement, je préfère au moins ce choix différent, audacieux et osé, que ce qu'on aurait pu avoir avec ces démos techniques réalisées pendant la pré-production du film. Regardez ça, c'est la scène dans l'atelier de Trinity, le segment où l'analyste tire sur elle et Neo essaye de la sauver. Et bah... c'est nul! C'est exactement le même plan tournant autour d'un axe que dans les premiers films. Ça n'apporte absolument rien cinématographiquement. Ça n'est pas neuf, ça n'est pas révolutionnaire. C'est juste plus facile à réaliser aujourd'hui, notamment avec le tournage à plusieurs caméras qui permet de reconstituer un volume. D'ailleurs, développé pour Matrix Reloaded et Revolutions. Donc oui, je préfère largement qu'elle fasse quelque chose de différent. Et ici, elle fait tout simplement l'inverse. Au lieu de rendre toute son image numérique et de donner un mouvement artificiel à la caméra, elle donne un mouvement totalement réaliste de caméra-épaule et y intègre une balle numérique. Et c'est peut-être pas l'effet spécial le plus révolutionnaire qu'on ait vu de notre vie, mais au moins ça a du sens, c'est pas gratuit, et de toute façon à ce qui paraît on déteste les effets spéciaux aujourd'hui. Tous les films, même ceux avec 2000 plans truqués, veulent nous faire croire qu'ils sont tournés pour de vrai.
Alors pour une fois qu'un film fait le choix de ne pas tout miser sur les effets spéciaux tape à l'œil, mais sur l'histoire, les acteurs et les émotions, on va quand même pas gueuler. Parce que j'ai envie de vous dire, si vous vouliez juste une suite dans le style du premier Matrix avec des effets spéciaux plus impressionnants, bah vous avez Reloaded et Revolutions. Pourquoi vous en voudriez un troisième qui refait la même chose que dans le premier film, en mieux? Surtout quand on vient de voir qu'on peut pas vraiment faire mieux ou plus. En fait, la tragédie de Résurrection, c'est qu'il en propose des tonnes d'effets spéciaux, le film n'a pas coûté 190 millions pour rien, mais qu'à l'exception de ceux visant à créer le monde réel et IO, ils sont faits pour passer inaperçus et ne pas être impressionnants. Par exemple, il m'a fallu une dizaine de visionnages pour remarquer que dans les scènes où Morpheus est défoncé, les murs bougent et changent de proportion. Ça transmet la déstabilisation, mais avec le montage rapide et les plans plus concentrés sur le perso et la shaky cam, on le remarque absolument pas. Alors que ça a dû être une galère à réaliser. Même chose avec ces deux plans sur le chat, déjà vu, qui sert à rebooter Neo quand il essaye de se libérer, lors de l'attaque des bureaux. Regardez ça, on a un chat sec, sur un sol mouillé, dans une salle remplie de gouttes d'eau. J'ai énormément de mal à comprendre comment ils ont fait. Mais j'imagine un travail de découpage du chat et d'ajout de gouttes de pluie qui a dû prendre des semaines juste pour 2 plans rapides. Et puis ce plan, comment tu fais pour avoir exactement le même mouvement de caméra dans 2 décors différents? Il y a des outils pour utiliser des ordinateurs qui enregistrent le mouvement de la caméra et le reproduisent, mais ça semble tourner au même moment et Ah, comment ils ont fait, bordel? C'est ouf! Je vais vous dire, en vrai, il y a 3 versions plus avancées du bullet time. Parce que jouer sur la notion de temps et d'espace, ça fait quand même partie des gimmicks de base des frangines. Des simples ralentis de Bound aux multiples temporalités occupant les mêmes cadres dans Speed Racer ou Cloud Atlas. Mais chacune de ces versions du bullet time a l'air plus quelconque que celle du premier film. Parce que la caméra ne bouge pas de la même manière, voire pas du tout. La première version plus avancée, c'est le ralenti de l'analyste quand Neo va parler à Trinity. Lana a tourné avec 2 caméras placées sur une monture de caméra 3D, avec un miroir qui partage la même image sur les 2 caméras, mais contrairement à un tournage 3D, elles sont réglées là pour montrer strictement la même image, et pas celle de 2 yeux différents. Chaque caméra tourne à une fréquence différente, l'une avec beaucoup moins d'images saccadées, et l'autre au ralenti avec beaucoup plus d'images que nécessaire. Et ainsi, le même plan peut mélanger une image extrêmement ralentie et une qui saccade, explicitant la différence de vitesse entre les 2 personnages. Avec la même lumière dans les 2 prises, pratique quand on tourne en lumière naturelle. Et c'est très cool dans le concept, c'est très arty, mais ça paye pas de mine, et pour les fans de jeux vidéo par exemple, ça crée des critiques quant à l'effet de lag qui est provoqué, qui est pourtant totalement volontaire et choisi artistiquement. La deuxième version plus avancée du bullet time, c'est quand Trinity est temporairement liée à Bugs pour la débrancher de son cocon. Alors, ça paye pas de mine ces séquences, mais il a fallu les tourner avec ce monstre de machinerie parce que l'idée c'est de sauter entre de multiples points de vue, tous axés sur le même élément, et tourner en même temps. Seul le personnage change quand on passe de Trinity à Bugs, mais les 2 réalisent exactement la même action pour qu'on puisse sauter d'un plan à l'autre. Et on transcrit donc que Trinity perd ses repères, est désorientée, et a son esprit dans le corps d'une autre personne. Et l'esprit d'une autre personne dans son corps. C'est un peu l'évolution de sa mise en scène quantique utilisée dans Sense8. 2 personnages différents, dans le même corps, au même endroit. Après, je suis pas sûr qu'elle ait obtenu exactement le rendu qu'elle voulait. Je pense qu'elle voulait quelque chose d'un peu plus proche de cette séquence de Ready Player One, mais avec le chaos derrière et le changement d'actrice, il était sans doute difficile d'avoir ce rendu, et ça ressemble à un simple morphing entre 2 ou 3 caméras et angles différents, mais au final, ça donne aussi à cet effet sa propre personnalité. On n'a jamais vu ça dans un film. Et enfin, dernière évolution du bullet time, il y a les moments pendant la baston dans le café où l'analyste passe en vitesse normale au milieu d'une action ralentie, filmée par une caméra à épaule. J'ignore s'il y a beaucoup d'effets spéciaux dans ces plans pour vraiment figer les gens, mais le résultat c'est que ça ressemble juste à un bon vieux mannequin challenge viral, et ça impressionne beaucoup moins. Mais, chacune de ces 3 techniques place l'émotion et le jeu des acteurs au centre de la mise en scène, ce qui colle à la matrice de la manipulation des émotions que Lana dénonce. Par contre, je vais être honnête, il y a une scène sur laquelle je peux pas dire autre chose que le travail a été bâclé. Vous voyez cette scène? Je pense que tout le monde dans la voyance s'est dit qu'elle avait été tournée sur fond vert de A à Z, tellement elle est fake. Et vous auriez partiellement raison, mais c'est pas vraiment là qu'est le problème. En fait, elle a été tournée dans un vrai décor, cette scène. Mais il y a eu pas mal de reshoots dessus qui ont été faits sur fond vert. Ça devrait pas pour autant avoir l'air aussi dégueu, et le problème il est dans le tournage lui-même. Regardez bien. Neo est ici, le soleil arrive par là.
Et là on passe au gros plan sur lui, et... le soleil vient juste de changer de côté. Parce que quand ils ont tourné les reshoots, ils ont juste oublié d'où venait la lumière. Ou bien ils ont tout tourné comme dans la suite de la scène, où Neo est à l'opposé de là où il était au début, et là la lumière est raccord. Et encore, en vrai la lumière et les personnages changent de place dans quasi chaque plan. Du coup, les équipes des effets spéciaux ont maquillé la séquence comme un camion volé pour faire en sorte qu'on remarque moins ce défaut, mais le résultat est hideux. The Hadi sequence was really a challenge. A few shots were shot on location, but most of the stuff was, I think it was like additional photography shot in front of a green screen. The lighting was not optimal, I would say, so it was not matching exactly the scenes that were shot on location. So we had to not just basically put a background, make sure that it fits the plate. It was more like enhancing the plate a lot with color corrections, gradings to really make it work, that it was believable that they were standing in the woods and not in front of a green screen. Le truc c'est que comme c'est un reshoot, c'est possible que c'était tourné par une seconde équipe et pas Lana, c'est possible que si le Covid avait pas déjà augmenté le budget, elle aurait pu refaire les reshoots pour corriger le souci, et là elle a pas pu. Toujours est-il que c'est un putain de défaut technique pour un film de cette envergure et avec une réalisatrice pareille. Alors je vais pas vous la jouer, mais peut-être qu'elle fait exprès pour donner un côté irréel, pour qu'on soit surpris que c'est vrai, et ainsi émuler le message du film sur la réalité qu'on veut bien accepter ou pas. Non, non. Faut savoir reconnaître quand les héros trébuchent, et pour moi c'est le seul et unique moment où elle le fait dans ce film, et par souci d'impartialité et d'honnêteté, je dois le dire, cette scène précise est dégueulasse. Mais pour le reste des décisions parfois difficiles à apprécier de Lana, je vous le dis, c'est volontaire, ça dit quelque chose, c'est raccord avec le message. Il en va de même avec l'aspect de la mise en scène qu'on n'a pas encore abordé, comme la narration ou la musique. Là aussi, Lana fait des choix qui sont guidés par la matrice de la manipulation des émotions. La narration dans ce film est totalement linéaire et totalement centrée sur Neo. Dans les autres films, on avait quelques ellipses de temps en temps. Le temps que prend Neo à être soigné, le temps avant de l'amener voir l'oracle, on avait même quelques scènes qui ne partageaient pas son point de vue, comme le dîner entre Cypher et Smith, la discussion entre Cypher et Trinity, ou les interrogatoires de Smith et Morpheus. Dans Resurrections, on ne lâche jamais le point de vue de Neo. Après l'introduction, qui grosso modo est dans son subconscient de toute façon, aucune scène ne se déroule sans Neo dedans, à la seule exception d'un court échange entre Niobe et sa copine quand il part sauver Trinity la première fois. Et le film se déroule quasiment en temps réel. Il n'y a aucune ellipse dans Résurrection. S'il y en a, elles sont de quelques secondes, ne contiennent aucune information importante et sont camouflées en faisant se superposer le son d'une scène sur l'autre. And we're all fucked. 2 minutes. 2 minutes to broadcast. Si Neo n'est pas conscient de quelque chose, ça n'est pas dans le film. Lana fait même disparaître le temps lors du montage sur la création du 4e jeu, répétant les mêmes répliques alors que les personnages ont 36 tenues différentes, faisant ainsi comprendre que plusieurs jours, improductifs et aliénants pour Neo, se succèdent et s'entremêlent, tel un nœud dans la ligne droite du récit, qui ne l'interrompt donc, ou ne le coupe, jamais. Là encore un choix opposé à celui de l'original, mais qui colle à la direction générale qu'inspire la dénonciation du monde actuel à Lana. Le travail des émotions, dans la narration, comme dans le message. De même, la musique fait des choix assez opposés à celles des premiers films. Les musiques de Matrix sont notamment connues pour avoir, quasi pour la première fois, mélangé un orchestre symphonique et des compositions électro, parce qu'à l'époque l'électro était une sous-culture, pas de la vraie musique entre guillemets, et c'était donc un pied de nez de la mélanger à des compositions orchestrales, la forme la plus respectée de musique. Mais cette fois, si quelques touches d'électro sont audibles par-ci par-là, en fond, comme les 3/4 des films mélangent aujourd'hui sans vergogne les styles musicaux,
Le choix révolutionnaire est de revenir à des compositions plus orchestrales, avec des instruments réels, plus vrais et plus intimement liés à nos émotions, puisqu'on utilise nos corps pour les jouer. Même le remix de Wake Up, qu'elle remet à la fin, est cette fois-ci joué par un orchestre jazz qui fait la part belle au cuivre et aux cordes, en lieu et place des guitares électriques de l'original. La musique est excellente, grandiose et dynamique à un point qui rend presque inquiet pour le sort des musiciens. On peut même noter que le film se propose encore une fois comme une réaction au monde du divertissement actuel, car là où la plupart des films modernes sont montés sur une musique temporaire issue d'autres films, ou de la musique préexistante en général, Lana a demandé aux deux compositeurs, le réalisateur Tom Tykwer avec qui elle a bossé sur Cloud Atlas et Sense8, dont il avait aussi fait la musique, et Johnny Klimek, un compositeur qui a longtemps bossé avec Tom Tykwer, y compris sur certains de ses films et sur Cloud Atlas et Sense8, de composer des mélodies et leitmotifs avant le tournage pour savoir quel sera le rythme de la musique, et donc à quel rythme jouer la scène à l'avance, et pour pouvoir monter les scènes avec un rythme unique au film et pas le rythme d'une autre musique ou d'un autre film si elle utilisait la musique d'un autre film. Même s'il faut l'admettre, aussi originale qu'elle soit, tu sens par moments qu'elle a été composée par les deux gars qui ont bossé sur Cloud Atlas et Sense8. Mais globalement, c'est de la musique 100% originale. Donc, dans la musique également, elle fait des choix radicalement opposés à ceux de Matrix, non pas pour faire son intéressante ou pour déjouer nos attentes, mais parce que la société qu'elle dénonce fonctionne différemment de celle qu'elle dénonçait dans les 3 premiers Matrix. Les premiers films parlaient de la répression des émotions et de l'individu, et étaient réalisés en accord avec cette idée. Celui-ci parle de l'exploitation des émotions et de l'individu, et est réalisé en accord avec cette idée. Et de fait, ce que je retiens le plus de Matrix 4, c'est ces scènes émotionnelles. J'adore voir Neo complètement perdu. J'adore voir la tête de Jude qui est dégoûté de voir le mec marié à la fille qu'aime son bro. J'adore la honte que ressent Trinity quand elle parle de comment son mec s'est foutu de sa gueule quand elle s'est comparée à une héroïne d'action. J'adore le tourbillon d'émotions qui entoure la mission pour libérer Trinity, et enfin le moment où ils joignent leurs mains pour la première fois et libèrent leur pouvoir. Et je l'avoue, je suis particulièrement touché par la scène du réveil de Trinity, où Carrie-Anne Moss et Keanu Reeves acceptent de se montrer sans maquillage, sans teindre leurs cheveux, sans cacher leurs rides, assumant leurs âges et évoquant ainsi, pour nous, l'idée de voir nos parents avoir une meilleure vie. J'adore même le côté effroyable et malsain du suicide collectif des bots pour entraver la fuite des personnages à la fin. Qui là non plus n'est pas gratuit, car ça transcrit clairement les hordes de tweetos qui se jettent en meute sur les indésirables sur les réseaux sociaux, quelque chose qui commente clairement notre monde et explicite l'évolution par rapport aux agents des premiers films. Avant, pour te harceler, t'attaquer, devenir l'agent du système, fallait déjà te trouver dans la vraie vie.
Avec les réseaux, le monde entier peut se lier contre toi pour défendre sa petite bulle. Matrix 4 devait être différent pour parler d'un monde différent. Et après avoir fait le deuil des effets spéciaux de ouf, qui sont un peu là quand même, hein, juste ils sont pas le focus du plan, et des combats millimétrés, qui sont là aussi, mais filmés et montés plus à vif, je ne peux que le remercier de l'être. Aujourd'hui, je regarde la trilogie pour son côté froid et classe, mais je suis toujours super impatient d'arriver au 4e film pour son côté chaleureux et fun. Voilà pourquoi ce film est si différent, voilà pourquoi il prend des décisions quasi systématiquement opposées à celles du film d'avant, parce qu'il dénonce un monde qui fait l'opposé de ce que faisait le monde d'avant, qui met en exergue ce qu'il réprimait autrefois, et donc la mise en scène d'un film qui le dénonce doit s'adapter à ce qu'il dénonce. Alors, maintenant qu'on est revenu sur tout ça, j'espère que vous avez changé d'avis, ou en tout cas que vous avez trouvé une nouvelle façon d'apprécier l'œuvre, et je voudrais en profiter pour revenir sur certains éléments qui étaient difficiles à aborder ailleurs sans partir en hors-sujet. Déjà, j'ai vu beaucoup de gens se plaindre du design des gentilles machines, disant que ça ressemblait à une peluche Disney, essayant parfois de dire que c'était une critique du système des Legacy Sequels, comme une allusion aux porcs de Star Wars 8 par exemple, les produits dérivés mignons. Mais je comprends pas la critique parce que... C'était quoi les vilaines machines des autres films qui ont des formes d'insectes et de vilaines pieuvres? C'était pas exactement la même logique? Les méchantes machines ont un design de méchants animaux, et les gentilles machines ont des designs de gentils animaux. Ça en a énervé certains qui avaient pas l'impression d'avoir un aussi gros zizi devant celle-là que devant les méchantes, parce que c'est mignon et pas badass. Comme le reste du film, ça vous plaît peut-être pas, mais c'est les codes de Matrix. J'ai aussi entendu des gens se plaindre que les programmes comme Morpheus avaient une vie, un appartement, prenaient des douches. Mais bien sûr qu'ils en avaient, vous pensiez que les parents de Satie l'avaient conçu comment? Et l'oracle et son appartement? Séraphin dans son resto? Et puis j'ai entendu des gens se plaindre que les gens se tirent dessus à 2 mètres de distance sans se toucher, mais dans Matrix aussi. Il y a aussi un petit gang de dingues qui ont récupéré le fait que Sofia Urista, la chanteuse du remix de Wake Up utilisé au générique, ait pissé sur un fan à un concert qui a eu lieu 2 mois avant la sortie du film, pour nous dire que c'était Lana qui nous pissait symboliquement à la gueule. Alors, comme je vous l'ai dit, Lana ne pisse pas à la gueule de ses fans, et 2 mois avant la sortie, son montage était déjà terminé, donc ce serait surprenant que ce soit la raison. D'autant que, si moi qui suis né à la fin du rock'n'roll, je trouve que cet acte est dans cet esprit, d'ailleurs regardez comme le fan est heureux de se prendre ça en pleine gueule, le groupe et la chanteuse se sont platement excusés sur leurs réseaux sociaux, donc s'il faut reprendre tous les actes de la chanteuse pour les transposer à Lana, c'est quand même très matrixé qu'on s'excuse pour un geste rock'n'roll sur les réseaux sociaux. Je verrais plus de symbolique dans le fait que cette chanteuse vienne de The Voice, une émission du système pour exploiter les rêves des petites gens à son profit, qui a permis tout de même à certaines personnes très marginales d'avoir accès au succès et à la reconnaissance, et donc aux oreilles du public pour leur diffuser leur message. Et peut-être même que son choix pour ce remix n'a rien à voir avec la chanteuse, mais juste avec le fait que c'était un remix avec un orchestre de jazz, raccord avec les choix musicaux du film. Voilà, c'était assez rapide, mais je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur les hors-sujets. Je voulais quand même en toucher 2 mots, parce que c'est souvent revenu. J'espère donc vous avoir prouvé avec cette vidéo que Lana a juste récupéré les mêmes codes, et leur a donné des sens et des illustrations différentes pour parler d'un monde différent. Comme dans les premiers films, chaque choix de réalisation de Matrix 4 a un sens. Il y a même des choses qui ont plusieurs sens. Là aussi un point commun avec les autres films. Et je voudrais finir là-dessus parce que s'il y a bien quelque chose qui vous prouvera que le travail sur ce film n'a pas été bâclé, c'est de voir le nombre d'éléments qui ont de multiples sens ou qui s'additionnent pour créer du sens. On peut commencer par les multiples sens du film pour faire simple, puisqu'on vient de les voir. Legacy Sequel voulu par un studio, mais aussi projet personnel pour son auteur, moyen de reparler du message de l'original, de l'actualiser pour le monde d'aujourd'hui et d'accomplir son deuil en projetant ses parents sur les héros, blockbuster axé sur les émotions comme un film d'auteur, Matrix Résurrection est la définition de multiplicité juste avec son existence. Mais beaucoup de choses à l'intérieur ont des sens multiples. Io, la ville des humains, est à la fois Sion sans le Z et le N, oui parce qu'on dit Sion mais ça s'écrit avec un Z et ça se prononce Zion en anglais, mais le I et le O sont aussi le symbole de 2 êtres différents se réunissant, les humains et les machines, et également le 0 et le 1 du code binaire informatique. Il y a aussi le café, dont le nom est un jeu de mots, simulaté par rapport au café et simulate par rapport à la réalité virtuelle de la matrice,
Et donc, comme on l'a dit, une référence probable à Starbucks, symbole capitaliste par excellence. Bugs fait à la fois référence au bug informatique et à Bugs Bunny, le lapin des Looney Tunes, donc de Warner Studios. What's up, Doc? Mais aussi grâce à ça, au lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles, qui transcrivait l'idée d'arriver dans un nouveau monde dans les films précédents. Nous avons le bien nommé Jude, qui est à la fois le faux ami de Neo, donc un Judas, mais aussi, en poussant le truc un petit peu avec un jeu de mots, l'incarnation du dude américain. 69 dudes! Et nous avons le tout aussi bien nommé Chad, mari de Trinity dans la nouvelle Matrice, qui est à la fois une référence au mime du Chad, mais aussi le nom de l'acteur, Chad Stahelski, qui n'est autre que le réalisateur des John Wick, qui a fait ses classes avec les Wachowski quand il était la doublure cascade de Keanu Reeves. Donc symboliquement, Trinity sort avec une version de Neo, son cascadeur. Mais le meilleur élément à multiples sens du film, c'est Trinity elle-même, puisque dans cette nouvelle réalité, elle s'appelle Tiffany. Hi, Jude. I'm Tiffany. Tiffany. Wow. Didn't see that coming. Mom loved Audrey Hepburn. Et vous n'avez pas idée du nombre de sens cachés par ce nom. Everyone calls me Tiff. D'abord, il aborde le commentaire du film sur la nostalgie, puisque c'est un nom qui évoque immédiatement les années 80 où il était très répandu. C'est aussi une référence personnelle pour Lana, puisque le TIFF, le Festival du film international de Toronto, est l'endroit où Lana est apparue en femme, publiquement, pour la première fois. I was just wondering why you felt it was time to address this transformation, because you were silent before this until this wonderful piece. Oh, you knew it was coming. Tom Hanks will translate. Et c'est aussi quelque chose qui concerne les trans comme elle, parce que TIFF est un diminutif insultant destiné aux hommes trans, qui, traduit en français, signifie « femme s'identifiant trans », refusant le statut d'homme à ces personnes, comme certains refusent son statut de femme à Lana. C'est aussi une métaphore du message du film, car c'est le surnom de la chaîne CBS, The Tiffany Network, ainsi nommé parce que c'est un peu l'équivalent de TF1, une chaîne destinée à la ménagère de moins de 50 ans, celle qui dirige les achats de la famille, la maman, et donc la femme totalement matrixée par les codes de la société de son époque, qui l'empêche de s'épanouir dans un autre rôle que mère. Pour pousser l'ironie encore plus loin, l'explication qu'elle donne à son nom dans le film est que sa mère était fan de Audrey Hepburn, et l'a donc nommée ainsi à cause du film Breakfast at Tiffany's. Un film dans lequel le personnage ne s'appelle absolument pas Tiffany. Le personnage, quand elle était jeune, s'appelait Lola May. Quand elle a fugué pour s'inventer sa propre vie et échapper au destin des filles de son âge à la campagne, elle s'est renommée Holly. Tiffany, c'est le nom du magasin de bijoux de luxe, le symbole du capitalisme et de la société de consommation, qui détourne Holly de ce que le vrai monde peut lui offrir, et de l'homme qu'elle aime, et qu'il aime pour qui elle est réellement. Donc, dans ce film incompris, suite à des films incompris, Trinity a été nommée d'après un film que sa mère, pourtant très fan, n'a pas compris. Et enfin, le dernier sens possible du prénom Tiffany fait allusion à un problème rencontré par certains auteurs de films ou de livres nommé le problème de Tiffany. Ironique quand il est utilisé par une personne qui a créé le syndrome de Trinity, qui concerne les personnages féminins forts qui s'effacent par rapport aux personnages masculins. Et le problème de Tiffany est délicieusement adapté à l'univers de Matrix. C'est ce qui se passe quand un auteur fait un travail de recherche tellement bon qu'il en arrive à un résultat qui paraît absurde et faux aux yeux du grand public, moins calé sur le domaine. Le terme vient de l'exemple qui sert à le définir, un auteur qui a créé une histoire à l'époque médiévale, avec un personnage nommé Tiffany, qui était le diminutif à l'époque de Théophanie, un prénom qui pour le coup sonne bien médiéval. En voyant un film médiéval, on trouverait crédible une Cunégonde ou une Théophanie, mais pas Tiffany, alors que c'était bien utilisé à l'époque. Le Tiffany Problem, c'est donc quand tu rejettes la réalité simplement parce qu'elle ne te paraît pas crédible, alors que c'est bien la réalité. Tiffany. Wow. Didn't see that coming. Et dans une histoire qui parle d'un monde où chacun se crée sa réalité selon ce qui l'arrange et lui semble crédible, sans vraiment faire de recherche car elle pourrait lui donner tort, est-ce que ce n'est pas la parfaite illustration du problème dénoncé par Matrix 4, et du coup, du problème de Matrix 4 ? Alors que c'est exactement le film qu'il devrait être, il ne correspond pas à ce qu'on attend d'un film Matrix, et pour cela, est rejeté. Encore une fois, Lana approuve avec chacun de ses choix de mise en scène son talent, et que ce film n'était ni un sabotage, ni réalisé sous la contrainte, ni une répétition vide, ni une trahison envers la saga. C'était exactement ce qu'il devait être,
Et si vous avez des problèmes avec, c'est peut-être plus à cause de vous qu'à cause du film. Oui, certains éléments sont parfois un peu étranges et difficiles à accepter, ça donne un côté parfois désagréable, mais désagréable ne veut pas dire vide de sens, inutile ou mauvais. Mais hélas aujourd'hui, le mal est fait, le film s'est planté. Et quelques mois avant la fin du montage de ce Pourquoi j'ai raison et vous avez tort, Warner a annoncé avoir mis en chantier un Matrix 5 sans aucune des sœurs Wachowski à la réalisation. Lana est juste là comme productrice déléguée, c'est-à-dire pour prendre un chèque et éviter qu'elle bloque le projet ou en dise du mal en interview. Et c'est probablement le seul genre de chèque qu'elle recevra désormais, parce qu'après les 4 échecs consécutifs au box-office qui ont suivi la trilogie Matrix, elle-même mal aimée pour ses 2 derniers opus, il y a plus grand monde avec à la fois les moyens et la volonté de financer ces projets pharaoniques anti-système. C'est Drew Goddard, scénariste de Cloverfield et son premier spin-off, et auteur-réalisateur de La cabane dans les bois et Saltant l'hôtel El Royal, qui est en charge de ce nouveau film, et même dans l'hypothèse peu probable où il créerait une suite digne de ce nom, ce sera toujours un pincement au cœur de voir les frangines dépossédées de l'œuvre qui les a définies. Preuve que c'est probablement la fin de leurs extravagances, Lily vient enfin d'annoncer son retour, seule, derrière la caméra, pas pour un space opéra de SF à 200 millions, mais pour un petit film d'auteur, Trash Mountain, l'histoire d'un jeune homosexuel qui retourne dans sa ville de campagne natale pour faire le tri dans ce que son père décédé lui a légué, produit par Colin Trevorrow de la saga Jurassic World, et réalisateur de l'horrible Book of Henry. Quelle coïncidence! Difficile de savoir ce que ça va donner, et d'imaginer ce que sera la carrière de Lana désormais, et donc l'avenir des frangines est aussi incertain à la fin de cette vidéo sortie en 2024 qu'il ne l'était à la fin de ma vidéo sur elle sortie en 2015. Si ça, c'est pas l'histoire qui se répète. Matrix Resurrections était un blockbuster respectueux de son public, nous offrant en vérité ce qu'on demande depuis le début de cette mode des Legacy Sequels, qu'ils servent à quelque chose. Qu'ils soient pas là juste pour répéter l'histoire, mais pour l'emmener plus loin, l'actualiser, sans jamais la renier. Vous aviez raison, hein. J'avais raison aussi. Tous ces choix de mise en scène sont difficiles à tenir sans en faire un film fondamentalement imparfait. Mais j'espère vous avoir prouvé que Lana n'a pas saboté son film, n'a pas renié la trilogie, et que ce qui peut passer pour des erreurs est en fait le centre de son message. Parce que vous avez le droit de penser que c'était pas le film que vous méritiez, et si vous n'arrivez pas à voir que c'est le film dont on avait besoin aujourd'hui, vous avez tort sur l'utilité et la qualité de Matrix 4. And who knows how many more?